La Cité européenne des scénaristes présente... Moi, il y a une étape que j'aime bien, c'est quand on commence à avoir des décors et qu'on peut échanger avec les scénaristes pour dire attends, cette scène-là, peut-être on peut la modifier un peu par rapport à ce décor-là. C'est vrai que j'ai du mal à considérer que l'écriture ne fait que précéder la mise en scène. C'est forcément deux objets qui communiquent. Les réalisateurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Quand je parle avec des scénaristes, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux sont très frustrés parce qu'ils ont très peu d'échanges avec les réalisateurs. Une fois qu'ils ont livré leur texte, il y en a beaucoup qui me disent mais j'ai jamais parlé au réal, j'ai jamais rien vu, je découvre le film terminé et souvent je suis déçu. Donc je pense que l'échange avec eux, pour moi c'est assez primordial et j'essaye de travailler vraiment dans une relation de confiance, c'est-à-dire que j'ai pas grand chose à cacher, quoi. Leur métier, mettre en scène des séries et des films qu'ils n'ont pas forcément écrits. Dans ce 36e numéro de l'émission, la parole est aux réalisateurs et réalisatrices. Quel est leur rapport au scénario, en particulier sur ces projets qu'ils n'ont pas créés ni scénarisés eux-mêmes? À eux 5, mes invités du jour ont notamment travaillé sur les séries Zorro, 10%, Anthracite, Tropique criminel, Factice, Parallèle, Les rivières pourpres, Salade grecque ou encore Ici tout commence. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en décembre 2024. Je rappelle juste aux aspirants scénaristes que l'offre de formation S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes continue, avec de nouvelles dates en mars et en avril pour 5 d'entre elles, dispensées comme toujours par des professionnels du scénario et pouvant être prises en charge par l'AFDAS. Lien en description pour en savoir plus. Salutations, je m'appelle JB Sorel, je suis réalisateur. J'ai sorti mon premier long métrage cet été qui s'appelle Zénithal et j'ai participé aux épisodes de la série Zorro avec Jean Dujardin, sorti en septembre. Antoine Garceau. Après avoir été très longtemps premier assistant réalisateur, j'ai croisé la route de Cédric Clapiche qui m'a proposé de co-réaliser avec lui et Lola Doyon la série 10%. Donc ce qui m'a ouvert beaucoup de portes vu le succès de cette série et donc je suis resté sur toutes les saisons. Et j'ai réalisé pas mal de choses depuis. J'ai retrouvé Cédric et Lola pour la série Salade grecque et l'année dernière j'ai fait une adaptation de La Peste pour France Télévisions. Julius Berg, je travaille depuis 25 ans. J'ai réalisé un long métrage en Angleterre avec Maisie Williams. Ça s'appelle The Owners. Et dernièrement, j'ai sorti Anthracite pour Netflix. Marie-Hélène Copty, je suis réalisatrice. Je suis arrivée en France en 2012 pour réaliser Scène de ménage. Ce contrat de 10 jours a duré 2 ans et demi. Et après, j'ai commencé à faire des séries. Et là, je viens de terminer Tropique criminel. Voilà, j'ai fait avant Le crime lui va si bien pour France 2. Julie Roard, je suis réalisatrice. Ça fait 10 ans que je fais de la pub et du clip. Et je viens de réaliser ma première série Factice sur 13e rue. Est-ce que vous vous souvenez du premier projet dans l'industrie que vous avez réalisé donc sans l'avoir écrit? Comment c'était? Comment vous l'avez vécu? Je vais commencer. Antoine, comme toi, tu as direct parlé de 10%, que c'était ton premier projet. Est-ce que tu me parlais de 10%? Alors je l'ai vécu un peu comme une chance inouïe. C'est-à-dire que quand on est premier assistant avec plutôt une bonne réputation et qu'on travaille depuis longtemps, on est dans une espèce de spirale un peu dorée dont il est difficile de s'extraire. Donc quand Cédric m'a proposé de faire 2 épisodes de la première saison, j'ai pas hésité très longtemps. Donc tu souhaitais déjà devenir réalisateur à la base? Oui, j'avais fait des courts-métrages et en même temps, j'avais essayé de développer des projets qui avançaient pas et en même temps j'étais assez à ma place en travaillant avec des réalisateurs et des réalisatrices de qualité. Ok, je savais pas si c'était fréquent de passer d'assistant réel à réal. Je sais qu'à une époque c'était la norme, dans l'ancien cinéma français. Je me semble qu'aujourd'hui c'est un peu moins fréquent. Donc c'est pas évident, surtout quand on est assistant longtemps, quoi. Ouais. Moi je l'ai fait 20 ans, 25 ans et donc après on est très considéré à ce poste-là, mais les gens vous attendent pas du tout comme réalisateur et il y a beaucoup d'autres personnes qui arrivent pour réaliser, qui sont plus jeunes ou qui ont commencé plus tôt et enfin je regrette évidemment pas du tout ces années d'assistanat, mais voilà. L'expérience, ok. Alors moi j'ai commencé dans la publicité, peut-être un peu comme toi Julie. J'étais représenté pendant 8 années avec Quad. Alors c'est pas exactement comparable à un script de fiction, mais quand même, tu travailles avec des agences, donc des rédacteurs, des directeurs artistiques qui te soumettent un script. Que tu n'as pas écrit du coup? Que je n'ai pas écrit, et qui probablement m'a aidé à accepter peut-être plus sereinement la position du showrunner aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es quand même en publicité, peut-être encore plus qu'ailleurs, t'es un super technicien, tu dois, alors pas seulement, mais t'es au service d'une marque. Et donc, un directeur artistique, un rédacteur peut venir sur le plateau te dire « Attends, ce plan, je suis pas sûr, est-ce que tu veux pas plutôt le faire comme ça ?» Donc, c'est quand même assez intrusif. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça me donne
probablement un peu plus de sérénité quand il faut partager cette forme de pouvoir quand même avec des scénaristes, avec un showrunner. Et quand t'es arrivé du coup en fiction, il n'y avait pas eu un gros gap de passer de la pub à la fiction? T'as le sentiment que c'est un peu le prolongement dans l'expérience? Si, c'est un gros gap. Alors il y a différents types de pubs, Julie en parlera peut-être mieux que moi, mais il y a des réalisateurs qui sont spécialisés dans les pubs de bagnoles, les réalisateurs qui sont spécialisés dans les pubs de beauté, dans les lessives, dans ce genre de trucs. Donc c'est quand même très très cloisonné. Et certaines pubs, tu fais quasiment pas de direction d'acteur, enfin c'est très limité. Tu fais de la scénographie, tu bouges un peu des corps, quoi, mais c'est pas vraiment de la direction d'acteur. Donc il y a un gap de ce point de vue-là où tu dois quand même plonger avec les comédiens et puis apprendre à leur parler. Et donc toi, ton premier projet en l'occurrence, c'était en fiction. Alors c'était Putain de série. C'était probablement une des premières apparitions de Jonathan Cohen. C'était un truc complètement autoproduit par Making Prod qui était diffusé sur YouTube et qui mettait en scène un pool de scénaristes dans une cave et en train d'essayer d'accoucher d'une série d'avocats. Ça s'appelait Des robes et des hommes. C'était complètement con et c'était très drôle à fabriquer. C'était Dave Cohen qui avait écrit le projet. Voilà, après j'avais fait pas mal de courts-métrages avant, donc j'étais pas complètement novice sur la direction d'acteur, mais ça a commencé plutôt comme ça. Okay. Ouais. Alors moi, disons que j'ai longtemps cherché ma vie. J'ai commencé en faisant l'école de théâtre comme comédienne. C'est ça ma formation de base. Et très rapidement, je suis devenue réalisatrice, mais à la radio. J'adaptais des fictions radiophoniques, comme par exemple une bande dessinée que j'adaptais à la radio et tout, et j'ai fait des documentaires aussi. Après, j'ai fait des courts-métrages que j'ai écrits, produits, réalisés, etc. Et après, je me suis dit que ça serait bien de gagner sa vie. Alors, j'ai fait mon premier contrat, vraiment, c'est au Québec, Caméra Café. Donc, c'est des sketchs. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amené en France, finalement, pour faire Scène de ménage. C'était le même créateur. Okay. J'ai trouvé ça super. En fait, je me suis découverte. Je savais pas que je pouvais faire de la comédie. J'étais pas du tout au courant. Et là, j'ai compris que c'était un bon rayon pour moi puisque j'ai été longtemps identifiée à la comédie. J'ai trouvé ça très sympa. Mais moi, le travail avec les scénaristes, c'est vraiment un truc que je bichonne à mort. Alors moi, donc j'ai commencé par la pub, du coup. Enfin, en parallèle de ça, j'ai travaillé au théâtre, dans le théâtre musical, des comédies musicales anglo-saxonnes qui venaient de Londres ou de Broadway, qu'on amenait à Paris. Et donc j'étais ce qu'on appelle stage manager, qui est l'équivalent de premier assistant réel en fait, mais au théâtre. Ça m'a permis de travailler avec des metteurs en scène. J'ai travaillé sur Cabaret, c'était Sam Mendes, sur Le Roi Lion, c'était Julie Taymor. Et donc à chaque fois, voilà, on amenait ça à Paris, on les adaptait sur scène. Et en parallèle, j'ai commencé à réaliser des making-of dans la mode, plein de petites vidéos, des courts-métrages évidemment, plein de courts-métrages, des clips pour des copains. Et puis un jour, j'étais au bon endroit, au bon moment, je crois. J'ai commencé à faire des pubs pour Disneyland Paris, pour Marvel. Et ça a été un vrai tournant parce qu'en fait, c'est des marques très fortes. Il y a un cahier des charges qui est énorme aussi derrière. Exactement, un cahier des charges énorme, que ce soit en termes de couleur, de direction. Vraiment, la pub, c'est ça. On est au service d'une marque, d'une agence et des créas. Donc ça a été une grosse force. Et puis un jour, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Louis et tu, qui est un thriller horrifique de Seconde Guerre mondiale. Donc visuellement assez marqué, qui a été remarqué un petit peu, voilà, qui a eu une jolie vie en festival, qui m'a permis d'avoir un agent de fiction. Ok. Ce qui m'a permis après de rencontrer une productrice pour donc cette première série factice qui va bientôt sortir. Moi, j'étais en perdition, en train de dépérir à essayer de faire exister un scénario de long métrage depuis trop d'années et j'en pouvais plus. Moi, je voulais du plateau, j'aime ce métier pour ça. Il y a une boîte de prod qui m'envoie un projet et en fait, d'un seul coup, c'était un appel d'air monumental et je fais non, mais en fait, je l'avais même pas bien fini, c'était pas du tout mon style, mais j'ai dit là, il me faut un plateau, j'y vais, je fonce, je veux mettre en scène, je n'en peux plus des contraintes narratives, je devenais fou. Peu importe que ce soit ton scénario ou pas, du coup. Exactement, au contraire, j'ai même pris ça comme une libération. Je n'avais pas à m'occuper des enjeux, de la structure. D'un seul coup, j'étais là pour faire des images, pour renforcer les points de vue, pour ramener du oh là là, juste de la vie, quoi. Je n'en pouvais plus. Donc voilà, mon premier scénario qu'on m'a envoyé, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Et ça s'est fait, du coup, c'était quel projet? Ouais, c'était Parallèle pour Disney+, qui à la base était un truc très noir, très fauché pour Orange. Et qui a été ensuite récupéré par Disney et qui est devenu un truc plus ado et beaucoup plus proche de ce que je suis aussi, donc ça m'arrange. Mais au début, c'était dark, c'était trash. Je disais, mais comment je vais filmer ça? Mais il fallait que moi, je voulais filmer, quoi. À quelle étape d'un projet arrivez-vous en général? Où en est le scénario? Je me rends compte, ça va aller très vite et je pense que vous allez corroborer peut-être. Je me rends compte, il y a un truc super qui est en train de se passer là chez les producteurs, c'est que ils contactent les réalisateurs assez tôt. À partir il y a une bible qui est montée, il y a déjà des grands axes, il y a déjà une tonalité, il y a des auteurs, et très vite, je me rends compte que les producteurs essayent de rencontrer un ou une réalisatrice assez vite et ça, j'adore, tout de suite se dire, OK, dans quelle direction est-ce qu'il faut qu'on
qu'on travaille le plus, vers quoi t'aimerais tirer le truc. Et ça, c'est vrai que c'est assez jubilatoire et c'est une belle manière de procéder, je trouve. Je suis assez d'accord et j'ai l'impression que pour les réalisateurs, c'est un peu comme pour les scénaristes. C'est-à-dire comme il y a énormément de projets de séries sur les plateformes, etc. et que ça se multiplie, maintenant les producteurs essayent de vous optionner ou de vous sécuriser, hameçonner ou alpaguer assez tôt. Donc ils vous parlent des projets assez tôt, même si il y a un intérêt de la chaîne, mais même si c'est pas complètement encore signé ou validé, quoi. Donc ça c'est plutôt agréable. Après, à nous de voir lesquels vont se faire, vont pas se faire. Enfin, s'il y a plusieurs propositions qui arrivent en même temps. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi. Je pense que ça dépend aussi du moment où tu en es dans ta carrière. Au début de ma carrière, on m'envoyait des scripts déjà terminés, validés par la chaîne. Et puis, le tournage était prévu dans un mois, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, tu commences à être un peu plus reconnu dans la profession. Donc, on peut venir un peu plus tôt. Moi, ça m'arrive de recevoir des projets où il n'y a même pas de scénariste, d'ailleurs, où il y a une idée d'un producteur qu'il a couché sur le papier, une espèce de concept avec plus ou moins de promesses, mais où tout reste à faire. Et j'ai l'impression que il met un peu la charrue avant les bœufs, mais bon. Pour autant, tu peux t'engager sur ce type de projet, ça t'empêche pas de... En tout cas, un intérêt fort. Et puis après, il peut t'intégrer dans des réunions avec des scénaristes. Tu peux soumettre, c'est ce qui est en train de se passer là sur un possible projet où j'ai soumis un nom de scénariste sur une idée à partir d'un bouquin, mais l'auteur, en l'occurrence, n'est pas engagé dans sa propre adaptation. Le producteur va rencontrer cette autrice, en l'occurrence, et puis après, si ça se passe bien, on pourrait travailler ensemble. Mais ça peut venir presque plus en amont que le scénariste. C'est assez étonnant. Je pense que ça dépend aussi des projets. Bon, ben moi, j'ai très hâte que ça m'arrive, ce que vous dites. Je n'en suis pas là. Toi, du coup, ça se passe comment? Ben, ça se passe que c'est plutôt, il y a une V1 de scénario, certainement. J'ai jamais créé de série encore, malheureusement. J'ai tellement hâte que ça m'arrive. Donc, j'épouse quand même une direction artistique qui est déjà en place. Très établie, ouais. Ouais. Après, ça veut pas dire que le scénario est terminé et qu'il y a plus de travail à faire dessus. Il y a du boulot. Est-ce qu'il n'y a pas toujours du taf en scénario? J'ai l'impression que ça ne finit jamais, moi. Oui, mais il y a des questions, des fois tellement fondamentales, il faut le décortiquer beaucoup. Et moi, j'adore ce travail-là. C'est ce qu'on dit. On dit que c'est de la pré-prépa. Moi, du coup, j'ai une seule expérience de cette série factice. Je suis arrivée sur le projet. Il y avait une Bible qui était déjà très complète. Il y avait un pilote qui était en cours d'écriture. Donc, la série a été créée et écrite par Julien Messmacher. Et donc, je suis arrivée assez tôt aussi sur le projet, ce qui était hyper agréable. Et je sentais qu'il y avait une volonté de la productrice d'avoir très tôt une vision, en fait, une identité aussi. Donc, très vite, j'ai commencé à travailler un mood board avant même qu'on ait finalement une V1 d'un pilote. Okay. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, on a travaillé en binôme avec le scénariste. C'est vrai que je trouve ça agréable d'arriver très tôt, en fait. Du coup, quand vous recevez ces textes, quelles sont les premières questions que vous vous posez à la première lecture d'un projet? Alors moi, c'est simple. Est-ce que j'ai envie de passer 9 mois de ma vie à m'investir dans ce projet? Parce que c'est quand même du temps. De plus en plus, je suis plus intéressé pour m'investir dans une saison entière ou alors des épisodes un peu séparés. Je pense aux Rivières Pourpres où c'était des doubles épisodes un peu indépendants les uns des autres. Une saison entière, c'est 70 jours de tournage, plus la prépa, plus toute la post-production, donc 9 mois de ta vie, voire une année de ta vie. Est-ce que déjà le projet te fait résonner quelque chose chez toi de manière assez intime quand même pour y mettre aussi tes tripes? C'est surtout ça, quoi. Et après, est-ce que c'est un peu nouveau? Est-ce que je me répète pas en faisant ça? Est-ce que j'ai envie de tourner? Parce que des fois, il y a un comédien qui est déjà accroché au projet. C'est ce que j'ai envie de travailler avec ce comédien ou cette comédienne? Pas mieux, hein. Sur le temps que ça prend. Okay. C'est-à-dire que si on dit oui, après, la petite lumière qui brille au bout du tunnel de la fin du projet, elle est quand même bien loin. On peut creuser du coup, c'est quoi les questions qui font que tu vas être rassuré sur le fait que tu as envie de le faire? Non mais si tu as envie, tu le sens tout de suite, quoi. Est-ce que c'est un univers qui t'intéresse? Est-ce que il y a de l'émotion, de la comédie, de quoi tu te sens vraiment proche? Ok, pas de question de faisabilité tout de suite sur j'en sais rien, où est-ce que ça se tourne, des choses comme ça. D'abord, c'est est-ce que j'ai envie de le faire? Ouais. Oui, et évidemment, accessoirement, est-ce que ça se tourne près de chez toi, loin de chez toi, à l'étranger, en France, bref. Qui sont les diffuseurs? Qui sont mes interlocuteurs aussi? Je travaille pas pareil, ça dépend un peu qui sont les personnes qui développent derrière. Donc moi, je rejoins tout à fait Juju, c'est exactement ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre dans cette histoire et pourquoi je vais réussir à tenir ce projet aussi longtemps? Est-ce que j'aime les personnages? Est-ce que j'aime ce qu'ils défendent, ce qu'ils racontent? Est-ce que tu sens que tu peux être fier de la série à la fin, ou est-ce que tu vas le faire aussi pour des raisons pas forcément mauvaises mais que financières? Mais l'investissement temps est tellement long qu'il faut qu'à la fin tu sois vraiment sûr que tu sois fier de ta série, quoi. Moi, c'est est-ce que ça raconte une histoire?
Est-ce que je comprends cette histoire? C'est quoi l'émotion de cette histoire, en fait? Est-ce que je vais pouvoir donner mes intentions à moi? Est-ce que je pourrais dialoguer avec le scénariste, les producteurs? Est-ce que je peux mettre de la vie dans ce scénario? Et puis, est-ce que c'est vivant? Moi, c'est pareil que vous. C'est qu'est-ce qui résonne vraiment personnellement. En fait, j'essaie toujours de trouver le petit truc. Souvent, je lis et puis après, j'écris des références parfois de films, parfois des noms de comédiens parce qu'on a des visages qui nous viennent en tête. Donc, c'est trouver le thème personnel qui me raccroche au projet et les gens. En fait, avec qui je vais le faire. On revient très vite au contexte autour du scénario quand même. C'est vrai que au-delà de la qualité d'écriture, on sait tous un tournage, c'est quand même le chaos. Notre boulot, c'est quand même d'organiser le chaos avec des personnes souvent compliquées, beaucoup d'ego, avec tu dois te lever tôt, tu te fais un peu humilier. Il y a toujours des séquences comme ça assez difficiles. Donc, faut vraiment en avoir envie, quoi. Tu peux pas juste le faire pour l'argent ou alors peut-être un peu au début, mais tu perds des points de vie. Moi, à chaque fin de tournage, je perds plusieurs points de vie, donc. Quitte à faire une pause de plusieurs mois, mais je pense qu'il faut les faire pour vraiment des bonnes raisons. Ouais. D'où le fait que ce soit beaucoup plus crucial pour vous, peut-être que pour d'autres techniciens, cette question de est-ce que c'est vraiment sur ce projet-là vraiment que je veux partir à la guerre, quoi. Ça nous prend plus de temps que juste les techniciens qui font ou même les comédiens, quoi. Mais on met beaucoup de soi dans un tournage. C'est nous quand même là qui portons cette histoire jusqu'au bout, avec les acteurs évidemment, mais quand même. On va parler de l'étape qui vient après. J'entends souvent l'expression d'apprivoiser un scénario. Les réalisateurs doivent apprivoiser le scénario quand on leur met dans les mains. Pour vous, en quoi ça consiste cette étape? Est-ce que vous la nommez comme ça? Je dirais plutôt approprier que apprivoiser. C'est-à-dire que quand tu lis, peut-être d'entrée, t'as des évidences sur des scènes ou des personnages ou des choses qui marchent pas ou qui marchent ou des personnages peut-être pas assez développés que tu penses qu'il faudrait mettre plus en avant ou des personnages qu'on perd entre un épisode et un autre ou des problèmes de structure, enfin qui te sautent aux yeux même si t'es pas scénariste, mais ton expérience de réalisateur ou même de spectateur te font paraître évidentes des choses. Donc ça c'est plus un avis de scénario que de réalisation en l'occurrence que tu me dis là, c'est plus sur le personnage que sur est-ce que ce sera visualisable ou c'est... Mais c'est cette façon de prendre le scénario et de se dire non, ça marchera pas, quoi. D'où l'intérêt de travailler étroitement avec les scénaristes, quoi. Enfin c'est en tout cas des interrogations que tu partages, quoi. Après moi j'aime bien ce petit jeu un peu dangereux d'arriver sur le set et il y a un moment il y a une scène qui marche pas et on savait que dans le scénario c'était un peu fébrile, que l'enjeu était un peu flottant et c'est vrai que quand ça devient vivant les choses deviennent aussi plus claires. J'adore ce petit frisson moi où on se rend compte que la scène ne marche pas et où il faut trouver une solution, quoi. Et souvent ça passe par des dialogues qui avaient l'air parfaitement pertinents au scénario et d'un seul coup on se rend compte qu'en sans dire la phrase c'est mieux, ou avec une action qui manque, quelqu'un qui mettrait une gifle à quelqu'un d'autre, c'était pas écrit mais on sent bien qu'il nous manque un climax, quelque chose. Donc j'aime beaucoup moi donc on est dans l'apprivoisement. Après j'appellerais ça l'adaptation, quoi. C'est vraiment ça devient vivant. Alors c'est sûr qu'on peut essayer de diagnostiquer des choses en amont et c'est le mieux, hein. T'as raison, faut pas arriver. Marilyn disait les problèmes on les retrouve tout du long. Mais moi j'avoue j'aime bien ce petit frisson du plateau. Donc du coup préfère pas apprivoiser en amont pour en aval te retrouver. Je me garde pas trop de pièges non plus, mais c'est vrai que ce moment où ça devient vivant est particulièrement savoureux, quoi. Faut aimer le chaos, quoi, aussi. Faut aimer le chaos un peu. Je suis d'accord avec toi, on organise le chaos, Julius. Mais c'est vrai qu'on l'aime un petit peu, je pense. Quand même, on doit avoir un petit peu un côté maso là-dessus. C'est Nietzsche, il dit il faut porter en soi un peu de chaos pour faire naître une étoile dansante. Et je pense que c'est pas mal, ça résume pas mal nos métiers quand même. Le proverbe des réals. Et toi, du coup? Moi, apprivoiser le scénario, c'est le lire déjà plusieurs fois. C'est très bête, mais quand même, la deuxième lecture, tu vois pas exactement la même chose. La troisième non plus. C'est prendre des notes. Je fais une liste des personnages parce que je m'y perds un peu vite. Je commence un peu un mood board, même à poser des choses, même si c'est pas exactement ça, mais commencer à voir un peu des couleurs matricielles ou des types de décors. Poser une grammaire filmique, est-ce que j'imagine ce truc plutôt à l'épaule, plutôt rigide? Ça veut pas dire qu'on doit rester dans des dogmes, mais est-ce que globalement, c'est quoi l'écriture, la couleur générale, la signature visuelle? Et puis voir des films qui peuvent s'approcher de ça ou des séries pour se dire tiens c'est ça que j'ai envie de faire ou c'est ça que j'ai pas envie de faire, et puis échanger avec les scénaristes, se dire est-ce qu'on parle le même langage, est-ce qu'on a envie d'aller dans la même direction, et puis c'est essayer d'analyser quel est le sous-texte par exemple dans chaque scène. Je trouve ça toujours plus intéressant quand des personnages se disent quelque chose mais en fait il y a un sous-texte derrière qu'il faut arriver à transmettre pour amener un peu d'épaisseur et que ce soit pas juste un plaquage en 2D d'un échange entre plusieurs personnes, à l'image de Annie Hall de Woody Allen où il y a la scène de la terrasse où ils se parlent, c'est assez anecdotique mais il y a clairement des sous-titres accrochés à l'image et qui illustrent des pensées des personnages qui pensent complètement autre chose. Et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi cette vision-là à l'écriture, de se dire comment je peux amener un peu d'épaisseur à chaque scène pour se dire voilà, on n'est pas dans un déroulé un peu
plat, des dialogues, quoi. Après, moi, la première fois que je lis le scénario, ça me prend tellement de temps. Il y a tellement d'infos que je peux pas appréhender le scénario d'un coup. Dans son ensemble. Ouais, voilà. Alors après, je le lis une deuxième fois et je le lis vite pour voir c'est quoi l'enchaînement des scènes, pour pouvoir... En fait, je cherche la respiration de l'histoire. Et je peux pas l'avoir la première fois, il y a trop d'infos, je suis trop dans le décortiquage. J'aurais pensé l'inverse, genre la première fois on lit un peu d'une traite pour voir comment ça vit, la deuxième on prend les détails. Toi tu fais l'inverse, tu commences par prendre les détails et ensuite tu... Oui, je regarde si les scènes fonctionnent. Enfin, il y a plein d'infos, c'est comme quand quelqu'un me dit bonjour pour la première fois, je vais pas nécessairement retenir son prénom. J'ai trop d'infos quand je vois quelqu'un pour que je retienne tout, tu vois? Ouais, donc c'est un petit peu la même chose. Après, je lis pour trouver la respiration du récit puis voir où il manque d'air, où il manque de vie, ou etc. Donc ça me prend beaucoup de temps. Moi c'est pareil, je lis plusieurs fois le scénario. Une première fois vraiment d'une traite où en effet je prends des notes, des petites références, etc. Ensuite j'approfondis un peu, je cherche un ton, une palette de couleurs, souvent c'est ça, moi c'est très visuel. Et puis des questions, souvent plein de questions pour le scénariste. Et après par séquence j'essaie à chaque fois de repérer, d'entourer en gros le climax de la séquence pour essayer de chercher comment en mise en scène je vais... Où mène chaque scène. Ouais, exactement. Et après c'est vraiment un dialogue avec le scénariste en fait. Et ben justement, on y arrive. Comment collaborez-vous avec les scénaristes? Ou comment vous aimez collaborer avec les scénaristes en général? Par courrier recommandé, moi. Non, mais c'est tellement d'expériences différentes. Vas-y, ouais, Antoine. enfin, effectivement, à chaque fois, c'est un cas particulier. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler avec les scénaristes parce que dans la mesure où c'est pas moi qui ai écrit le texte, j'ai pas l'ego de me dire je vais réécrire et je vais le faire mieux, quoi. Si j'ai la sensation qu'on peut améliorer le scénario, je leur en fais part. Voilà, que ça trahisse pas ce qu'ils avaient envie de raconter et ce que moi j'ai envie de filmer, quoi. Quand je parle avec des scénaristes, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux sont très frustrés parce qu'ils ont très peu d'échanges avec les réalisateurs. Une fois qu'ils ont livré leur texte, il y en a beaucoup qui me disent mais j'ai jamais parlé au réal, j'ai jamais rien vu, je découvre le film terminé et souvent je suis déçu, quoi. Donc je pense que l'échange avec eux, pour moi, c'est assez primordial. Et j'essaye de travailler vraiment dans une relation de confiance. C'est-à-dire que j'ai pas grand-chose à cacher, quoi. C'est-à-dire que je partage avec eux aussi les liens du casting, je leur montre des repérages, je les mets en copie aussi parfois des rushs et tout ça pour qu'ils voient ce qu'on fait et s'il y a des choses à améliorer, qu'ils soient conscients de ce que je fais, quoi. J'adore ce travail et j'entretiens une relation assez étroite avec eux. J'aime pouvoir discuter, décortiquer le scénario avec eux. Même, ça peut pas arriver tout le temps, hein, mais de lire le scénario ensemble, puis de poser toutes les questions d'intention. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tout ça, parce que après c'est moi qui représente le scénariste aussi devant les acteurs. Et si moi je peux pas défendre la vision du scénariste, on va tous démolir ce scénario alors qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour tourner un truc qui a été validé quand même. Après, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis on doit les réécrire, et puis les acteurs apportent quand même beaucoup aussi, parce que souvent ils connaissent leur personnage et puis ils ont des bonnes idées, pas toujours, mais quand même. Mais à la base, avec le scénariste, moi, j'adore avoir ce contact, et des fois, les producteurs, ils me privent un peu, ils me frustrent par rapport à ça. Parce que du coup, ça lance des nouvelles versions, des nouvelles écritures, des nouvelles échéances pour les scénaristes. Si j'ai bien compris, des fois, il y a des producteurs qui voulaient pas que je rencontre les scénaristes ou que je leur parle parce que la dernière version était payée et puis il fallait garder c'est des ça, trucs comme ça, là. Ils sont payés jusqu'à cette version-là, et donc si toi tu veux avancer, il faut eux les payer une fois de plus, et c'est une question qui revient régulièrement aussi. Mais bon, en même temps, on travaille pour le film, là. C'est vrai que je pense que la collaboration avec le scénariste dépend aussi de la place du scénariste accordée par le producteur lui-même. Moi, j'ai eu des projets où la scénariste était interdite de prépa, de tournage et de montage, alors qu'elle avait écrit l'intégralité des épisodes. Elle avait créé le projet. Elle avait créé le projet, 6 épisodes. D'autres fois où le couple de scénaristes a été dégagé ou a été remercié ou est parti selon les points de vue en place du projet. Ils ont pu être remplacés par d'autres, mais les délais devenant tellement courts pour réécrire 6 épisodes en gardant le calendrier de tournage, c'est-à-dire ça m'est arrivé sur Osmosis pour Netflix. Audrey Fouché a été... ils se sont séparés, on va le dire comme ça, avec Netflix à 1 mois du tournage. Netflix souhaitait prendre une autre direction dans l'écriture, mais ne voulait pas changer le calendrier. Donc ils ont dû trouver 2 autres scénaristes qui ont réécrit l'intégralité des 6 épisodes en gardant le calendrier de tournage. C'est-à-dire, on avait 1 mois de prépa en même temps de l'écriture des 6 épisodes. Forcément, tu peux pas faire une série réussie, tu vas dans le mur. Mais
au moment où on te le propose, t'as envie d'y croire parce que c'est Netflix, parce que c'est une série. En termes de collaboration, c'est nouveau aussi comme expérience de comment tu as bossé avec ces scénaristes qui eux-mêmes doivent s'approprier des textes. Est-ce que ça fait un côté un peu dans l'urgence? Je sais pas, est-ce que ça change un peu la nature de ta relation avec eux? Là, ça a été très compliqué, mais c'est vrai que on a aussi un peu réécrit avec les comédiens qui étaient engagés assez tôt dans le projet. Moi, je devais faire un bloc 2, épisode 3-4, et c'est un autre réal qui devait faire le bloc 1, qui avait beaucoup participé à l'écriture de la série, mais qui était remercié en même temps que la scénariste. Il est parti, on va le dire comme ça. Donc c'est un peu le chaos dans ces moments-là, mais tu te dis on va sauver le truc. Les deux scénaristes qui sont arrivés, elles étaient noyées, donc on n'a pas vraiment collaboré. C'était plutôt, elles ont subi le calendrier, et moi aussi, et les autres réals qui étaient derrière aussi, parce qu'ils avaient 1 milliard de questions qui venaient derrière, donc c'est compliqué. Et puis d'autres fois, comme Anthracite, où les showrunners sont aussi à l'américaine, sont aussi les producteurs. Et aussi pour Netflix, comme quoi ça peut aussi très bien se passer avec Netflix, on le précise. Oui, voilà, les deux cas de figure à plusieurs années d'intervalle avec des équipes différentes. Donc c'était aussi le début de Netflix où tout le monde cherchait un peu sa place. C'était quand même un peu compliqué. Et puis Netflix voulait diffuser des projets assez vite, donc ils étaient quand même tenus par un calendrier. Alors Anthracite, c'est vrai que les scénaristes étaient à l'initiative du projet, étaient aussi producteurs. Fanny Robert est coproductrice d'Anthracite, donc elle était là très en amont, de manière très solide. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, enfin avec Maxime Berthélemy, ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Et ils étaient relativement présents sur le tournage, mais pas tant que ça. On s'est très bien entendu en prépa, on a beaucoup échangé sur les textes, beaucoup de lectures avec eux, avec les comédiens, avec les techniciens. Ils étaient très présents, donc j'ai eu un peu tous les cas de figure. Souvent, quand les scénaristes sont moins impliqués, c'est pas bon signe quand même. Le scénario, c'est quand même la base. Moi, je préfère quand les scénaristes sont plus impliqués. Ouais. Moi, j'ai un seul cas de figure. Donc, du coup, très tôt, j'ai rencontré le scénariste, avant même d'être validé finalement, je crois, sur la série. Donc, c'était hyper intéressant. On a échangé des références, même juste en termes de ce qu'on aimait comme film, comme réalisateur, etc. J'avoue, j'étais un peu stressée, en vrai, sur justement cette relation scénariste-réalisatrice. En transparence, en fait, je lui ai dit, écoute, voilà, à quel point je peux m'emparer du projet. Et en fait, en discutant, je crois qu'on a un peu trouvé chacun la force de l'autre, on va dire. Ouais. Après, il était tout seul. C'est lui qui a écrit tout seul les 6 épisodes. Je savais que sa force, c'était les mots et que, voilà, cette sensation que peut-être ma valeur ajoutée, c'était vraiment l'image, la direction artistique et tout. Donc là-dessus, c'était hyper fluide. Et puis, on s'est retrouvés 4 semaines, en fait, tous les deux dans un bureau, passer tous les scripts en revue, tous les dialogues. On commençait à avoir des décors. C'était un projet 13e rue, donc c'est un budget très serré. C'est une économie quand même assez particulière aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on a dû adapter au dernier moment, parce qu'il y a des décors qu'on avait pu. C'était hyper intéressant de travailler jusqu'au bout. Il était très présent dès qu'il fallait adapter des séquences pour des décors, des personnages qu'il a fallu supprimer au dernier moment. Et après, sur le tournage, il est pas venu. Moi, j'ai sur 2 expériences qui va être donc parallèles pour Disney et The Raw pour Paramount. Sur parallèle, c'est quand même une industrie, quoi. Et ce que tu disais, Marilyn, c'est-à-dire qu'à un moment, les scénaristes, ils ont déjà 10 pages de notes du diffuseur. Ils arrivent au bout du bout à livrer des textes qui contentent les diffuseurs. Donc, toi, réal, tu peux aller pointer des choses, mais tu vas pas remettre le nez dans des trucs, même si tu te dis, là, il y a un problème. Tu le souffles, tu le déposes, t'envoies un petit mot, tu suggères, mais concrètement, c'est tellement une machine derrière qu'il y a un moment, c'est pour ça que je reviens à cette idée de composer aussi dans le feu de l'action, quoi. Après, sur The Raw, on a eu beaucoup plus le temps il y a eu des lectures, évidemment, avec les comédiens. Il y avait un showrunner qui était là, Benjamin Charby, qui nous a laissé beaucoup de place en tant que metteur en scène pour distiller aussi des idées, ramener de la comédie, donc c'était super. Vous étiez combien de réals sur la saison? On était 2 avec Émilie Noblet. Ok. Moi, je fais les 4 premiers épisodes, Émilie fait les 4 d'après. Et c'est vrai que moi, ce qui a été difficile, en revanche, sur The Raw, c'est quand le scénariste, et là, même showrunner, c'est, je sais pas quel mot français, on l'a pas encore, ça, le coureur de spectacle, ou c'est quoi? On l'a pas encore, ce truc. Non, on vient de faire l'épisode dessus, justement. C'est même pas un vrai poste institué en France, effectivement. Encore. Ouais, ça reste un peu une anomalie, nous, encore dans notre système, je trouve, de développement. Mais n'empêche que c'est vrai que moi, le showrunner a été très présent au début du tournage de The Raw, et ça a été très difficile pour moi, quoi. Parce que, d'un seul coup, j'avais un scénariste très impliqué, qui avait aussi des velléités de réalisation, et même si je l'adore, enfin voilà, un plateau, ça ne marche pas si on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde ou s'il n'y a pas une personne à suivre, quoi. Et encore une fois, c'est pas une histoire de pouvoir. J'en ai rien à foutre. J'adore le travail collégial. Et les acteurs ont aussi souvent des fulgurances inouïes. Sur The Raw, j'ai appris 1000 choses de mise en scène grâce aux acteurs et aux actrices. Mais c'est vrai que là, pour finir juste sur le rapport scénariste-réal, là, il y a un territoire, le plateau, où ça devient quand même compliqué de conjuguer des fois des certitudes d'écriture et la réalité fluide, organique de ce qui se passe sur un plateau, quoi. Et que t'as pas eu sur parallèle, du coup, parce que les scénaristes n'étaient pas sur
sur le plateau. Voilà, Cook avait vraiment un rapport très moi il y a pas de problème, je suis scénariste, je veux pas outrepasser cette base, mais par contre le texte est sacré, vous n'y touchez pas. C'était une autre forme de problème aussi. Tu faisais valider un découpage un peu ou tu faisais non, pas du tout, il avait là-dessus, il nous a laissé vraiment les mains libres, mais c'est vrai qu'il y a une petite crispation autour du respect littéral du scénario. Je pense qu'il avait été échaudé par pas mal d'expériences préalables avec des réals qui avaient fait un peu n'importe quoi. Mais bon, le fait est que voilà, après il y a des situations qui ne marchent pas, il faut trouver une solution quoi. Okay. Le plateau doit quand même rester le réalisateur doit rester, j'ai envie de dire, quand même le seul maître à bord. Ça veut pas dire que les scénaristes ne peuvent pas parler aux comédiens, mais à mon avis, il faut d'abord que ça passe par le réalisateur, s'ils sont sur le plateau, ou alors ça passe par des lectures en amont avec les comédiens. La technique à l'américaine qui voudrait que le réalisateur soit au service des showrunners, c'est pas un truc que tu souhaites, par exemple, pour l'industrie française? Moi, je suis au service des showrunners. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est-à-dire que sur un plateau, à un moment donné, t'es quand même avec des collaborateurs. Si tu dis A à un comédien et le scénariste arrive derrière et il dit B au même comédien, tout d'un coup, il va te regarder 3 fois quand tu vas lui dire un truc parce que tu perds complètement ta crédibilité et ton... Tu te fais bouffer, tout Ah non, mais ça, c'est clairement... En fait, ça peut pas être une démocratie, un plateau. Ah, mais voilà. Et ça veut pas dire, encore une fois, que tu veux absolument le pouvoir. Moi, sur des séances de doublage, ça me pose pas de problème qu'un scénariste, un showrunner, dirige des comédiens. En fait, c'est pas un problème. En lecture, ça me pose aucun problème. Au contraire, qu'il donne des indications de jeu. Ça, c'est plutôt ça, aux comédiens. Mais un plateau, c'est tellement éreintant, il y a tellement de problématiques qu'il doit y avoir un maître à bord. Et encore une fois, tu sais bien que tu fais de la commande, que tu es au service quand même d'une vision d'un ou d'une showrunneuse. Mais je pense qu'il faut quand même mettre des barrières. Moi, j'essaye de mettre les choses à plat au départ avec les scénaristes. Est-ce qu'on est d'accord sur les frontières? Et encore une fois, ça n'empêche pas les scénaristes de discuter avec les actrices, les comédiens hors tournage, au téléphone ou dans une loge, au maquillage, de redonner 2-3 trucs. Mais un plateau, c'est sacré, quoi. Quand j'ai fait les showrunners, c'est marrant parce qu'ils ont des expériences différentes. Ils disent qu'effectivement, souvent, ça se passe comme ça, mais parfois aussi, le tournage avançant, il se rapproche du combo et des réalisateurs et au final, les discussions sont fluides parce que, par exemple, par une vision commune, en l'occurrence, il y a une vision commune et donc, globalement, c'est pas l'un dit A, l'autre dit B, c'est juste que l'un a peut-être vu un truc que l'autre a pas vu, etc. Tant mieux si ça se passe comme ça, mais vraiment, ça dépend encore une fois ça dépend des situations. Ouais, et puis, il faut que ça passe par le réalisateur. Enfin, par exemple, sur 10%, sur la saison 1, avec Cédric Clapiche et Lola Doyon, on l'avait vraiment clairement institué, quoi. C'est-à-dire que si les scénaristes avaient des choses à dire, ils passaient par nous et nous, on parlait aux acteurs, mais ils allaient jamais parler aux acteurs directement, sinon après, ça devient le chaos, quoi. Et cette phrase, le cinéma, c'est pas la démocratie. Je crois que c'est dans la saison 4 de 10%, j'avais fait un épisode avec Béatrice Dalle et Gilles Cohen qui faisait un réalisateur et à un moment c'était le chaos parce que tout le monde donnait son avis dont Béatrice et lui il s'énervait en disant le cinéma c'est pas la démocratie quoi. C'est clair que le réal c'est le phare dans l'histoire là, il faut qu'on le suive là. L'info doit passer par lui et c'est pour ça que moi j'essaie de border le plus possible sachant qu'il y a des accidents et il y a des trucs qui fonctionnent pas et on verra, mais ça c'est très bien parce qu'on organise le chaos en prépa on va dire, mais c'est pour ça qu'en amont moi j'essaie de discuter le plus possible. Parce que j'ai envie de raconter l'histoire du scénariste. Oui, c'est pas incompatible, ouais. Ah oui, non. Toi, Julie, par exemple, il était pas sur le plateau. Toi, tu te disais, de toute façon... Non, il est passé, mais il était pas du tout intrusif, en tout cas, sur le plateau. Et après, je vous rejoins aussi, c'est vrai que le réalisateur, c'est le capitaine du bateau, quoi, quelque part. Et puis, en fait, ça va tellement vite. Il y a tellement de monde, il y a tellement de choses à gérer. Et puis, en effet, le rapport avec les comédiens. Je pense que si, tout d'un coup, ils sont plusieurs sons de cloche, en fait, c'est là où on les perd et on perd les personnages, en fait. Mais par contre, c'est assez fondamental qu'ils soient présents à toutes les lectures qu'on fait avec les comédiens. Parce que les comédiens soulèvent des points, des problèmes, des choses comme ça, et du coup, bah, voilà, on se tourne vers le scénariste en disant voilà, qu'est-ce que t'en penses, quoi. De manière après, le tournage va tellement vite, c'est une telle course contre la montre tous les jours que on n'a plus le temps de se poser des questions d'enjeux ou de parcours de personnages. Il faut que tout ça soit réglé avant. Je voulais juste rajouter une anecdote, mais c'est vrai que moi, je suis dans la Eurocave là. On est en train de tourner, on est là, je suis avec Jean Dujardin, je suis avec. Et il y a un moment, ça parle, tout le monde parle, chacun donne son avis et tout, et d'un seul coup, t'as la star qui se retourne vers toi et qui dit « Bon, on écoute qui, là, en fait ?» Et là, tu le prends directement, tu dis « Ok, ben là, tu retournes à l'hôtel le soir, tu dis « Bon, en fait, je vais rentrer chez moi, quoi. Ta confiance, elle est à 0, t'as l'impression que t'as perdu toute crédibilité auprès de tes acteurs, et en fait, la reconquête derrière de ça, elle est compliquée, quoi. Et 3 jours après, petit miracle, t'arrives à emballer une scène à partir d'un point de vue assez spécifique et tu retrouves, mais cette fragilité-là, moi, je veux plus la vivre. Enfin, je l'aime bien, elle est intéressante, mais c'est vrai que c'est trop compliqué, quoi. C'est glissant. C'est un terrain glissant. Quelle est votre étape de travail favorite relative au scénario? La lecture avec les scénaristes, je trouve ça toujours extrêmement enrichissant parce que ils révèlent des choses que t'as pas forcément lues. Ils te donnent aussi des arguments pour diriger les comédiens, tout simplement. C'est vrai que ça te donne des cartouches, des munitions. T'en as besoin. T'as besoin quand même d'être armé.
Et j'aime cette idée, au-delà de ce qu'on peut se raconter, c'est est-ce qu'on parle le même langage en fait ? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut aller dans la même direction ? Et est-ce qu'on va commencer à se faire confiance ? Ça rejoint ce qu'on se disait sur le plateau, c'est à un moment donné, si t'engages un réalisateur, une réalisatrice, il faut lui faire confiance aussi. Ok, on peut se libérer d'un certain poids et de se dire, ok, maintenant on plonge dans l'océan et puis on invente quoi. Moi, la lecture avec les comédiens. Je crois que c'est un peu le premier moment où les personnages prennent vie, où on peut pointer du doigt des séquences qui marchent pas, et là on se prend la tête sur les dialogues, on se dit attends, comment on pourrait faire pour que ce soit drôle ou pas, ou voilà. Je suis d'accord. J'aime bien faire une première lecture où je fais venir tous les acteurs autour de la table, un peu comme au théâtre, aussi bien les premiers rôles que les plus petits rôles, même ceux qui ont une scène et quelques répliques, parce que tout le monde se découvre, les comédiens, justement ceux qui ont des rôles moindres, après quand ils viendront tourner, ils seront quand même beaucoup plus à l'aise parce qu'ils auront rencontré les autres, ils font partie d'une troupe, etc. Donc je fais toujours cette grande lecture avec tout le monde, et là, on lit le texte d'une traite et on voit tout de suite, enfin le scénariste se rend compte de ce qui fait rire, ce qui fait pas rire, s'il y a des scènes qui fonctionnent, s'il y a des moments où ça retombe, enfin, une espèce de vision globale du scénario. Et après, on fait des lectures en petits groupes de personnages qui ont beaucoup de scènes ensemble, ou un couple, ou des choses comme ça. C'est là où les scénaristes sont les plus vulnérables aussi, c'est là où ils voient vraiment, ils peuvent plus se cacher de ce qui marche et de ce qui marche pas. C'est exactement. Et du coup, c'est assez vertigineux et en même temps très enthousiasmant. Antoine, j'ai une question. Quand tu fais une lecture comme ça avec un maximum de comédiens, tu lis d'une traite, tu donnes pas du tout d'indications, c'est vraiment... Très peu. C'est vraiment pour qu'on entende que le texte sonne, et puis tout d'un coup, il y a quand même... à un moment quelque chose, enfin tu t'aperçois que ça fonctionne pas, il y a un truc où même dans la rédaction des dialogues, et là les comédiens lèvent la main, enfin tu vois. Donc t'interromps quand même s'il y a un problème. Ouais, okay, absolument. Ouais, mais moi c'est pareil, lecture comédien, c'est le crash test, génial quoi. Et moi je sais que j'aime bien d'ailleurs prendre en charge la lecture des didascalies, parce que c'est aussi une façon pour moi de commencer à donner un rythme au film, que les comédiens voient un peu dans quelle énergie tu vas être. Je sais que ça m'amuse de faire les bruitages aussi sur certaines scènes, ça devient vivant, c'est vraiment moi aussi l'étape la plus excitante. Et puis des fois, d'ailleurs, la lecture avec les acteurs, ça répond aussi à des questions que je peux me poser par rapport au scénario, aux intentions, aux enjeux, de l'entendre. Ok, bon, ça passe tout seul finalement. Parce que comme vous avez compris que je décortiquais vraiment beaucoup le scénario, après, il y a des choses qui franchement coulent de source. Donc ça, c'est une très belle étape. Et j'adore aussi le travail que je fais toute seule, moi, en découpage, où je suis vraiment dans la réflexion de c'est quoi le point de vue de la scène et comment je vais raconter cette scène à travers le point de vue. Parce que c'est vraiment mon jouet à moi. Il y a une étape que j'aime bien, c'est quand on commence à avoir des décors et qu'on peut échanger avec les scénaristes pour dire attends, cette scène-là, peut-être on peut la modifier un peu par rapport à ce décor-là. Et donc quand la réalisation commence à infuser le scénario et que le scénario infuse un décor ou un parti pris de réal, et quand les deux écritures, parce que c'est vraiment deux écritures, commencent vraiment à communiquer, je trouve que la mayonnaise prend, et c'est là où nos métiers font sens, parce que c'est vrai que j'ai du mal à considérer que l'écriture ne fait que précéder la mise en scène. C'est forcément deux objets, deux écritures malléables, vivantes, qui communiquent et qui doivent communiquer constamment en fonction des impératifs de tournage, de conditions de météo, de quoi que ce soit. Mais quand ça commence à infuser l'un et l'autre, là je pense qu'il y a une certaine magie, une certaine transcendance qui peut naître, quoi. Des fois j'ai des idées de mise en scène qui sont vraiment dans le jeu des acteurs, mais je la partage avec le scénariste et lui ça l'inspire une autre idée, donc il peut écrire cette idée de mise en scène dans le scénario et puis aller plus loin. Donc là c'est fun quand les choses sont déposées dans le scénario parce qu'on n'a pas besoin de l'expliquer. Comment vous appréhendez votre liberté artistique vis-à-vis du texte, suivant le type de projet, suivant le type de diffuseur? Quelle est la marge que vous avez? Dans la mesure où le scénario, où la série a été validée par un diffuseur, déjà on est bien, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre déjà établi. Moi, la liberté, je me la donne totale, mais en fonction d'une histoire que je raconte avec des personnages qui existent. J'ai plutôt eu la chance d'avoir travaillé avec des scénaristes qui étaient très ouverts à des propositions, le fait de rebondir sur un texte, parce que les scénaristes ont aussi besoin qu'un réalisateur s'approprie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas s'investissent, comprennent la vision du scénariste pour l'upgrader aussi avec son savoir-faire visuel, parce que forcément on raconte des choses un peu différentes ou complémentaires avec un angle de caméra, avec un mouvement de caméra, que le scénariste n'a pas forcément complètement conscience. Les contraintes budgétaires de temps en France, elles sont quand même très fortes. Donc la liberté est toujours un peu emmurée, quoi. Mais en tout cas, avec les scénaristes, ça a toujours été assez joyeux quand ils étaient là, quoi. C'est un grand jeu, quoi. Faut le prendre comme un grand jeu. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges, va y avoir des contraintes, et nous, faut qu'on arrive à protéger le supplément d'âme au milieu de ce terrain un peu miné, quoi. Va y avoir des personnalités, va y avoir des gens un peu envahissants, va y en avoir
avoir d'autres trop en retrait. Il va y avoir des diffuseurs très spécifiques, il va y avoir des décors qu'on va nous jeter à la gueule alors qu'en fait, c'était pour nous l'endroit rêvé. Mais en vrai, ça reste une industrie où nous, on veut raconter des histoires. Faut composer en permanence. Chaque projet étant tellement différent. Moi, j'ai pas de... Toi, Antoine, t'as peut-être une filiation un peu plus longue avec France Télé, donc je sais pas si ça aide, mais moi, je sais qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, quoi. C'est sûr que moi, je suis très content de travailler essentiellement pour France Télévisions. C'est pas un choix, mais il se trouve que de fait, il y a beaucoup des projets que j'ai réalisés, c'était là-bas. On travaille vraiment en confiance. C'est-à-dire qu'ils m'ont jamais emmerdé sur des histoires de costumes, de lumière, d'étalonnage, etc. Et même le scénario, après, on a repris des choses, on a changé des choses, mais on leur renvoie, mais j'ai jamais eu de retour sur une phrase de dialogue ou sur des trucs comme ça, quoi. Après, j'ai aussi fait cette série pour Amazon, où là, c'est plus... l'échange est un peu plus poussé, quoi. Alors que c'était le même réalisateur, Ouais. c'était Clapiche aussi. Le même trio, quoi. Ouais, enfin tout Clapiche qui soit, et il se gêne pas pour, tu vois, dire ceci, cela. Mais oui, bien sûr, ça change d'un diffuseur à l'autre, oui. Bah moi, très ému, c'est la liberté totale artistique, donc C'est l'avantage quand il y a moins de budget. c'était voilà peu de budget, donc une grosse liberté. Heureusement, ils ont été super. C'est vrai que du coup, j'ai eu la sensation de faire une série qui me ressemblait, que ce soit en termes de casting, de DA, de choix du chef-op, enfin de plein de choses. Et on m'a dit que ça m'arrivera plus jamais. T'en as profité à fond, Donc j'en ai profité, voilà. Et après sur la liberté autour du scénario, c'était plutôt. En fait, on avait tellement travaillé ensemble avec le scénariste avant sur les dialogues et tout. Après, évidemment, les comédiens se réapproprient un petit peu, parfois trop. En tout cas, pour lui, ce qui était important, c'était que tant que la scène racontait exactement, voilà, ce qu'il fallait, ça a fonctionné. Après, c'est ma seule expérience, donc je sais pas à quel point parfois il peut y avoir des scénaristes beaucoup plus Directif. picky, ouais, voilà, sur vraiment des dialogues qui veulent absolument pas changer au mot près. Avec les scénaristes, on peut aussi échanger pour trouver des solutions de prod assez malines, quoi. Par exemple, enfin, j'ai une anecdote aussi, j'ai fait une adaptation du livre de Houellebecq, Les particules élémentaires, il y a 3 ans. Il y avait vraiment très peu d'argent. Enfin, toute proportion gardée, mais enfin, il n'y en avait pas beaucoup vu l'ampleur du projet. Et il y avait une grosse scène de figuration, une rentrée scolaire dans les années 70 avec des enfants de 10 ans. Et il y avait une scène où il y avait 150 figurants, quoi. 150 mômes dans une cour d'école avec des costumes, des cartables, machin. Enfin, ça coûtait... D'époque avec des enfants, enfin la totale. Voilà, donc tout coûtait une blinde, quoi. Et à un moment, comme toujours, on avait baissé le nombre de jours de tournage. Enfin, tous les jours, fallait trouver des solutions. Et à un moment, voilà, j'ai dit au scénariste, qu'est-ce qu'on fait de cette scène, quoi. Et en fait, il l'a réécrite en quelques heures. Et finalement, on fait rentrer le héros, on raconte dans la voix off que sa voiture est tombée en panne et il court à travers l'école avec juste un surveillant qui le ramène parce que tout le monde est rentré en classe, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a trouvé avec le scénariste très vite, mais parce que il était réactif et qu'on s'entendait bien et qu'il s'est pas arc-bouté assez. Enfin, là, en l'occurrence, c'était Gilles Torrent qui est vraiment un grand scénariste, quoi. J'ai parlé juste avant de ce qui vous plaît le plus. Maintenant, c'est quelle l'étape à l'inverse qui vous met le plus en difficulté dans votre rapport au scénario, celle un peu que vous appréhendez, quoi. Moi, étrangement, c'est à la post-production, c'est-à-dire au montage. L'écriture continue, hein, c'est une écriture à part entière, le montage. Et en l'occurrence, les scénaristes peuvent être présents au montage. Ça a été le cas sur Anthracite, on s'est très bien entendu, mais c'est assez difficile quand t'as peu de temps de montage, toi tout seul, avec le monteur, et que les scénaristes arrivent très tôt, alors que toi-même, t'as pas encore mis complètement les choses en place. Les demandes deviennent un peu intrusive, alors c'est légitime évidemment, mais t'as envie d'aller quand même au bout tout seul Une V1 pour ensuite challenger le truc. Et quand tu manques un peu de temps ou quand les scénaristes ont vraiment envie d'être là parce que ils veulent pas manquer une opportunité de cut, de transition, ça je trouve ça un peu difficile. En plus t'es rincé en montage, t'as perdu quand même pas mal de batailles, t'en as gagné quelques-unes mais t'as l'impression d'avoir perdu des plumes, quoi. Et donc, t'es là encore à devoir batailler et le risque, c'est un peu d'abandonner, quoi. Ouais, parce qu'en plus, je crois que des expériences de Français aux États-Unis, là-bas, le réel pouvant se faire virer n'importe quand, ça arrive régulièrement que ce soit justement pendant la première version de montage, c'est le moment où le film se fait et où des personnes attendent un résultat tout de suite et ça peut être trop tôt pour l'avoir. Et donc, ça, c'est un moment complètement. D'ailleurs, aux États-Unis, j'ai un pote monteur, Jean-Daniel Fernandez, qui est parti faire The Witcher à Londres. Lui, il me dit, les réals, il reste 5 jours pour un épisode de 52 minutes et il dégage. Et après, c'est les producteurs. Donc 5 jours, tu fais ton 52 minutes, c'est à partir d'un ours quand même qui a fait... Genre c'est institué comme ça, tu veux dire, ou c'est juste que c'est ça plaît pas et on les... C'est contractuel parce que ça reste une série de producteurs et que les réals s'enchaînent. Il y a 4-5 réals par saison. Et donc, c'est vraiment des faiseurs, quoi. C'est même pas du mécontentement, quoi. C'est juste, c'est prévu comme ça. C'est contractualisé comme ça. Alors, ça a des avantages, c'est que tu t'éternises pas non plus, toi, dans ta production. Tu peux enchaîner les projets et pourquoi pas, mais c'est quand même une gageure, quoi. Je sais pas si vous avez le cas de figure où le scénariste et le producteur
Ça donne une autre histoire. Ok. 3 fois, j'ai travaillé avec le scénariste qui était aussi le producteur. J'adore parce que c'est une conversation extraordinaire. Et puis après, il trouve des solutions. Puis on a trop de décors, il y a trop de personnages. Et puis là, il va inventer le truc. Et c'est génial parce que vraiment, on est dans le concret de la prod. Et d'ailleurs, c'est des scénaristes géniaux. Et après, au montage, là, c'est quand même plus compliqué parce qu'ils ont quand même leur opinion. Puis c'est les scénaristes et ce sont les producteurs. Tu leur rendais compte? T'es un peu coincé. C'est là où t'es quand même un petit peu au service. La conversation est pas aussi fluide, on va dire, qu'en prépa ou en tournage. Les autres? S'il y a une scène qui galère à l'écriture, tu vas galérer au tournage. Et forcément, il y a rarement de la magie, quoi. Tu vas galérer au montage avec ta scène, quoi. Donc il y a des scènes, tu les tournes en te disant ouais, c'est un peu sur le fil, et puis tu essayes de t'en sortir au tournage. Et le moment un peu déprimant, c'est quand tu te retrouves en salle de montage et le truc marche pas. Et tu le savais depuis le début? Bah, tu le sentais, quoi. Parfois ça marche au final, curieusement, et parfois ça marche pas et tu te dis comment on fait, comment on raconte, est-ce qu'on coupe la moitié de la scène, est-ce qu'on la déplace, enfin, qu'est-ce qu'on trouve comme solution. Mais le montage est quand même un moment miraculeux des fois. Bah parfois tu sauves des trucs, ouais, non mais très clairement. Je me souviens d'une scène où après j'avais envoyé un message à ma monteuse en disant bon bah là il va falloir faire de la magie, et en fait ça a marché parce qu'en montage en effet on arrive toujours à faire un petit peu de magie, mais du coup voilà, il y a ce sentiment un petit peu amer de se dire voilà, le premier instinct est quand même toujours le bon, quoi. Quand on sent qu'il y a un truc qui marche pas, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et dans le podcast, il y avait des scénaristes qui avaient dû dire justement que dans ces situations-là, il faut de toute façon réécrire, même si en tant que scénariste, on a la conviction que c'est une bonne scène, parce que si le réal la sent pas, il n'y a pas de raison que sur le tournage d'un seul coup, ah bah tiens, ça apparaisse. Qu'est-ce que votre activité de réal vous a donné comme leçon vis-à-vis du scénario, le fait de réaliser des projets que vous n'avez pas écrits? Je crois pas que l'écriture ne fasse que précéder la réalisation, et que la réalisation, ça soit un super technicien qui ne soit qu'en charge de mettre en image à la lettre un scénario. Évidemment, quand on est sur une série, on peut pas se permettre de tout réécrire, c'est pas du tout la question. Il y a des séries, j'ai absolument touché aucune virgule, mais ce que je considère, c'est que l'écriture n'est qu'une étape dans la fabrication, donc elle doit infuser la réal comme la réal doit infuser le scénario. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais précédemment, mais je pense à une scène sur la route de Madison de Clint Eastwood, c'était la scène de fin quand Meryl Streep hésite à sortir de la voiture. Sur le scénario, c'est très compliqué à écrire ça. D'ailleurs, le roman, s'adapter à un roman, le roman, cette scène, elle est assez anecdotique, et même l'auteur développe plutôt après comment le personnage de Clint Eastwood vit seul, etc. Donc, il se raccroche avec des béquilles, alors qu'en fait, en comprenant tout le potentiel de la réalisation, le clignotant rouge qui annonce que la voiture de Clint Eastwood va disparaître dans le virage, la pluie, l'étoile peinte derrière le mur de Clint Eastwood qui sourit et puis qui réalise, qui comprend que Meryl Streep va pas sortir. Ce genre de petits détails, tu peux pas tellement le mettre dans un scénario. Ça l'encombre, ça fait beaucoup de lignes, si on doit tout décrire, chaque petit détail, ça devient... Oui, et ça aura jamais la force. Il y a qu'un réal qui peut prendre possession de ce truc-là. Un scénariste va dire j'ai besoin d'une émotion, de comment ils se loupent, comment ils en ont envie l'un et l'autre, mais ce détail de même la voiture qui disparaît avec la vitre qui se referme, la pluie, un camion qui passe, donc tout un tas de rideaux qui viennent obscurcir l'espoir, cet amour en fait qui s'en va. Tout ça, c'est des idées de mise en scène qui apportent une émotion ultime qui ne peuvent pas être retranscrites telles quelles dans un scénario. Donc c'est pour ça que les deux écritures doivent absolument communiquer, et ça peut pas être juste ok, étape 1 écriture, ça reste rigide, et étape 2 réal, et tu ne fais que suivre de manière fidèle l'écriture. Il faut absolument que les deux écritures communiquent. C'est marrant parce que souvent on dit aussi aux scénaristes n'écrivez pas des choses qu'on ne peut pas filmer visuellement, montrer visuellement. Donc si on dit les deux sont tristes, de bientôt ne plus se voir, je dis n'importe quoi, c'est vrai que c'est abstrait, donc on va se dire, quand on lit ça en bon élève, on va se dire bah le mets pas parce que c'est pas visuel, mais justement le fait d'avoir juste l'intention permet, s'il y a un autre réal derrière, de lui mettre le côté concret. C'est un peu ça ce que tu... Oui, c'est ça. Et puis en fait, je pense que le risque, c'est qu'un scénariste dise ok, comme j'ai besoin de l'émotion, bah je vais passer par un dialogue. C'est un peu contre-productif parce que en fait, dans la réalité, l'émotion, on essaye de la cacher la plupart du temps. T'essayes de masquer ton émotion par pudeur, par peur. C'est toujours un peu délicat. Une scène où l'ambition, c'est d'y mettre beaucoup d'émotions, mais tu sais que c'est un peu fabriqué. La réal peut aussi débloquer des choses et rendre le truc un peu plus naturel. Moi, c'est beaucoup plus prosaïque, j'avoue. Ça m'a permis de complètement désacraliser mon propre rapport au texte. En fait, le volume, le fait de mettre en scène, de se dire bah tiens, ça marche finalement, alors que je trouvais ça un peu moyen sur le papier. C'est vrai que d'un seul coup, quand ça prend vie, c'est top. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur mes propres
développement. Oui, parce qu'à la base, tu disais que tu avais du mal à écrire et que ça t'a libéré justement de ce côté. Ah ouais, j'ai vraiment adoré. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul vis-à-vis des fois d'un rapport un peu trop intérieur, peut-être un peu trop torturé à tes propres récits. Donc moi, ça m'a un peu libéré de mettre en scène le scénario des autres. Ça m'a permis de me rendre compte qu'in fine, bon, les gars, on raconte une histoire. Ça m'a vraiment désacralisé l'écriture qui est en France, qui est très protégée, l'auteur, réalisateur. J'ai mis beaucoup de temps à faire mon premier film, c'est très pénible. Et c'est vrai que là, moi, ça m'a libéré. Des fois, je tournais une scène, je me disais, mais les gars, putain, combien de temps on a parlé de cette scène en amont, alors que c'était tellement fluide sur le plateau et c'était tellement évident. D'ailleurs, il y a la moitié de la scène écrite et ça marche très bien. Ça permet de prendre un peu de recul des fois sur des problèmes d'écriture où tu y attendais. Ça va le faire. C'est un peu basique ce que je vais dire, mais quand t'es réalisateur et que tu tournes un texte que t'as pas écrit, c'est tellement kiffant quand c'est bien écrit, quoi. Quand t'as des bons dialogues, quand franchement t'as plus qu'à mettre ta caméra et t'as des bons comédiens, bon ça c'est ton choix aussi, mais quand t'as des comédiens qui disent un bon texte, mais c'est un tel plaisir, quoi. C'est-à-dire que t'es pas obligé de faire des prouesses de mise en scène parce que le texte est un peu laborieux, donc t'es pas obligé de les faire, j'ai pas à se lever pour dire les choses, enfin tu vois, occuper d'une façon parfois un peu artificielle, faire de la mise en scène pour combler un peu, tu vois, du texte trop long ou des choses un peu... Pour dynamiser, ouais. Voilà, pour dynamiser. Quand c'est bien écrit et que ça joue, et franchement, moi j'ai été longtemps assistant de Daniel Jaoui, enfin sur ses 3 premiers films, et les textes étaient tellement bien écrits qu'on pouvait vraiment faire un plan fixe avec les deux qui se regardaient et ça déroulait tout le temps, quoi. Ça encourage presque à moins faire ton métier, entre guillemets, à moins réaliser, à moins rajouter. Tu dis que la mise en scène s'adapte aussi parfois au texte et à la qualité du texte que tu... Okay. Justement, j'ai dérivé un peu, mais une interview de Daniel Jaoui une fois dans un bouquin, elle disait qu'elle aimait pas trop se couvrir parce que justement, ça donnait de la matière à monter, du coup les gens montaient derrière et voulaient pas, et donc il y a un côté où faire son métier pour faire son métier, tu parlais tout à l'heure de dynamiser, tu vois, ça peut être un peu une... Mais je te confirme, hein, parce ce qu'elle adorait, elle, c'est de faire des plans séquences, mais souvent des plans fixes, hein, pas des plans séquences tarabiscotés où on suivait les gens. Ouais. Elle adorait filmer les gens à deux, même parfois de dos, qui disaient le texte, et justement pas... Quand on assistait, soit moi ou l'opérateur, pour redécouper, faire des gros plans en disant mais peut-être qu'au montage tu vas vouloir dynamiser la scène, et c'est bah non, la scène elle marche comme ça, elle est dynamique comme ça. Je dirais que le scénario, même il y a plein d'autres événements qui font ça, mais ça m'a appris à me faire confiance. Parce que ma lecture, elle est juste. Tu vois, des fois, il y a trop de mots dans les scénarios. On veut tout expliquer, tout raconter, et souvent, on peut en enlever des mots. Ça m'arrive de tourner 2 fois la même scène, la scène pour le scénariste et la scène pour le réalisateur, là. Tu vois? Ah ouais? Oui. Quand il y a le temps, du coup. Ben oui, on tourne 2 fois la scène. Alors, et puis ça, c'est ma conviction. Et puis on va enlever des mots, on va la faire respirer et tout. Et puis, ben, on verra au montage, tu sais. Mais donc, c'est pour ça que je me dis, ça m'apprend aussi à me faire confiance parce que c'est un beau terrain d'exploration, en fait, un scénario. Moi, je crois que ça m'a aussi, comme JB, libéré de l'idée de l'auteur-réalisateur. J'ai vachement pris de recul sur les mots, en tout cas sur le dialogue, sur tout ça. Je me suis vraiment concentré sur la mise en scène, sur ce que je sentais qu'allait être ma valeur ajoutée, c'est-à-dire vraiment l'identité, le visuel. Et puis, ça a été un moteur aussi, quelque part, de vouloir bien faire, c'est-à-dire de vouloir vraiment mettre en valeur le scénario. Parce que la première fois que j'avais lu le projet, je m'étais dit, merde, j'aurais bien voulu avoir cette idée-là. C'était bien écrit, ça marchait bien. Donc, je crois que quelque part, ça a été aussi un moteur. Ça met la pression du coup presque sur le fait de... Ouais, je me suis mis la pression vraiment sur ce projet-là. On a parlé du chaos tout à l'heure, j'ai envie d'y revenir un peu. Est-ce que vous aurez un souvenir en particulier à nous partager d'une scène qui est écrite d'une façon où vous avez dû tout changer sur le plateau? Une séquence où on tourne les chants, chant contre chant, donc une valeur voilà sur un personnage dans un décor. Il fait très beau, c'était sur Anthracite, c'est le printemps qui arrive, c'est même assez chaud. Et quand on commence à mettre la caméra pour les contre-champs, tempête de neige, mais vraiment comme jamais, quoi. Donc c'est impossible de raccorder les 2 plans, le champ contre champ. Et la prod qui dit on a déjà fait des heures sup, on ne reviendra pas dans ce décor. Et tu sais que la météo était défavorable. Donc on a tourné une scène complètement différente dans le contre-champ et on a laissé la scène des champs sans faire les contre-champs. Et étrangement, au montage, ça a fonctionné comme ça. C'est 2 scènes complètement différentes, mais finalement, on n'a pas eu besoin de compléter la première partie. Une scène sans contre-champ, ça a marché. Okay. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'était pas juste un dialogue chant contre chant. T'avais de quoi couper, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Et puis une autre fois où, alors c'est pas une scène que j'ai réécrite, mais sur les rivières pourpres, en tombant sur un décor, une jolie rivière, ça m'a donné l'idée d'écrire une scène complètement muette d'un baptême. Les épisodes que j'ai réalisés mettaient en scène une secte un peu type Amish, et il manquait un truc au scénario de transition, de prise de pouvoir d'un personnage dans cette secte qui me semblait manquer. Et en fait, avec cette scène d'un baptême de ce personnage, ça me semblait raconter tout d'un coup cette prise de pouvoir, comment il était un peu plus valorisé dans la secte. Donc ça m'est arrivé d'écrire une scène
en fonction d'un décor que je découvrais et que j'ai même confié à la seconde équipe. Ils ont même réalisé en grande partie cette séquence-là. En autonomie, ouais. Ouais, mais ça a permis de débloquer, à mon sens, un petit nœud dramatique, quoi. Moi, il y avait une scène avec des ados qui devaient faire la fête et la scène était assez élaborée, assez dialoguée. Il y avait vraiment des choses très précises dans les didascalies et là, ça prenait pas, quoi. La sauce prenait pas, les dialogues sonnaient un peu mous. C'était vraiment compliqué et on arrive en fin de journée et on voit déjà le montage qui va poser des gros problèmes, quoi. Et en fait, en 10 minutes, on prend 2 caméras qu'on passe au ralenti, on envoie de la grosse musique sur le plateau et on leur dit, les gars, foutez le feu, quoi. Faites vraiment votre fête. C'est un peu une facilité, mais n'empêche que à la fin, c'est les seules images qui sont restées au montage. Ah ouais. Parce que on avait besoin à ce moment-là qu'ils deviennent potes et qu'on ait le sentiment qu'ils soient potes, quoi. C'était un peu du sauvetage de dernière minute, mais il n'empêche, en réécrivant de manière un peu plus organique et un peu plus clippée la séquence, ça a libéré les acteurs, ça a permis d'être aussi plus efficace dans ce qu'on racontait. Et c'est marrant, voilà. Et ça, on y arrivait après une journée et demie très très fastidieuse d'essayer de faire exister une scène qui fonctionnait pas, Donc quoi. tout le reste de la journée et demie n'a pas été gardé du coup au montage. Rien. Mon premier thriller, j'ai remplacé à pied levé un réalisateur à 4 jours du premier jour de tournage. Moi qui adore décortiquer le scénario, là, j'ai pas eu beaucoup de temps. Là. Alors, on faisait le repérage en bagnole. Bon, mais c'est là qu'on va tourner telle scène. OK, c'était ça, là. On tournait dans 4 jours. C'était fou. Et donc, on tournait une scène qui était des funérailles. Et puis, il se passait quelque chose. Et j'étais là, non, mais ça marche pas, cette scène, en fait. Pas du tout. Il faut qu'on raconte l'histoire. Il faut raconter vraiment les funérailles. Donc, j'ai fait toute la mise en scène qui précède la scène qui était écrite pour pouvoir vraiment donner l'ambiance. J'ai improvisé une scène sur place. Mais ça, c'était vraiment... Ok, ça a marché, tu l'as gardé au Ah montage. oui, mais ça... tout à fait. Elle est obligatoire, cette scène. Une scène qui était dans une ruelle où voilà, il devait y avoir un meurtre avec un couteau. Donc moi, j'avais imaginé un truc, ça se poursuit et tout. Enfin, vraiment, avec le chef-op, on était parti vraiment dans un délire de film d'action, Mission Impossible et tout. Et en fait, vraiment une énorme drache. Il est 2h du matin, toute l'équipe est KO. En fait, on n'arrive pas du tout à rentrer le plan parce que vraiment, il pleuvait très très fort. On avait nos 2 comédiennes qui étaient là. Et du coup, je me retrouve à faire une poursuite sur 2 mètres carrés parce qu'on n'avait plus que ça. Donc on avait mis voilà, exactement. On avait mis un truc pour un peu les protéger du vent et en même temps il fallait jouer la pluie parce que là clairement, enfin, on n'avait pas le choix. Hein, donc on a dû réécrire un peu forcément les dialogues sur le moment parce que ça marchait plus. Attends-moi. Une des comédiennes, donc Anne Consigny, qui arrive et puis je lui ai dit écoute, on va tout faire de façon très intime. En fait, on va essayer de jouer un meurtre, vraiment. On a essayé de jouer un peu sur l'hésitation. Est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va pas le faire et du coup, le fait qu'elle soit finalement si proche l'une de l'autre, ça donne autre chose à la séquence. Ok, ça marche quand même. Au montage, ça marche différemment, mais ça marche. Les contraintes, parfois, te poussent à être plus imaginatif, plus créatif et globalement, quand même, les petits accidents comme ça sont plutôt des accidents heureux quand c'est la météo, quand t'as des contraintes comme ça un peu fortes. Ça t'oblige à sortir un truc du chapeau et c'est souvent pas mal en fait. Ouais, puis ça resserre en fait. Tout d'un coup, on est vraiment sur les personnages, donc sur quelque chose de vraiment. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte sur le moment, parce que du coup, on a dû resserrer les cadres et tout, donc on est vraiment sur un champ contre champ, sur les 2 comédiennes qui se regardent. Et il y avait quelque chose de plus, vraiment très intime finalement. Vraiment spectaculaire du coup. Ouais. Ouais. Je pense spontanément à 2 choses. J'ai tourné une série policière pour France 2 il y a quelques années. On l'avait peut-être pas aussi bien préparé qu'on aurait dû le faire, notamment sur la lecture du scénario. Et à un moment, on a tourné une scène. Comme toujours, il y a des fausses pistes, des assassins, un premier suspect, c'est pas le bon, un deuxième, machin, ça. Et à un moment, on tourne une scène et personne ne comprend la même chose dans les dialogues, de qui on parle, de qui est le possible assassin, etc. Et tout le monde se regarde et l'acteur dit mais non, si je dis ça, c'est parce que c'est lui qui... Je dis ah bah non. C'est pas ça, tu dis ça parce que lui aurait dû être là à ce moment-là. Et la script dit un 3e truc différent. Enfin, vraiment, une espèce de truc. Et tu vois, t'as l'équipe qui attend, les 2 caméras. Et en fait, on savait plus du tout ce qu'on racontait dans la scène, quoi. C'était absurde, quoi. Vraiment gros problème d'écriture. Mais il y avait eu toutes les lectures, la prépa et tout avant. Bah ouais, enfin, du coup, pas forcément tant de lecture que ça sur ce projet, quoi. Donc, je me souviens très bien, je me suis isolé avec la script pendant un quart d'heure, pendant la journée de tournage ou peut-être une demi-heure. Et on a réécrit un truc. Ah ouais. Pour essayer de noyer le poisson. Enfin, réécrire sur le plateau. Ah ouais, c'était pas hyper glorieux. Et l'autre anecdote de truc un peu chaotique, c'est sur la dernière saison de 10%, sur le dernier épisode qui clôturait la série. On racontait l'histoire d'un acteur emblématique du cinéma français qui décidait de prendre sa retraite. Donc,
à l'époque, je précise bien, à l'époque, ça avait été écrit pour Gérard Depardieu. Et on n'arrivait pas à avoir de réponse de Depardieu, quoi. Un jour, il était là. Après, Besnard essayait de le choper, mais il était plus là, ou il était parti, je sais pas où. Enfin bon. Et on a lancé le tournage de l'épisode sans savoir qui était la star du... Sans savoir s'il serait là le jour. Voilà. Et plus ça avançait dans le tournage, plus les comédiens devaient faire référence à lui, au personnage de Depardieu, mais on n'avait aucune certitude que c'est lui qui avait joué le rôle. Et du coup... Comment tu restais flou, du coup on changeait le dialogue, on disait j'ai rendez-vous avec lui, tu vois, donc au lieu de j'ai rendez-vous... Et à un moment, les comédiens, ils ont dit mais stop, quoi. Enfin, je veux dire, ça devient abstrait de dire des phrases, de faire un peu des vannes par rapport à Depardieu, genre j'espère qu'il sera pas trop... Enfin bon, bref, sans savoir avec qui on a joué. Et à un moment, on a décalé un peu des choses, on a tourné d'autres scènes en attendant d'avoir une réponse. Et finalement, à un moment, moi j'ai dit stop, quoi, on peut plus continuer. Donc on a contacté Jean Reno, qui a dit oui en 24 heures, et on a réadapté et on l'a tourné. Est-ce que vous avez fait du coup les post-synchro pour les scènes qui étaient déjà tournées pour non, adapter on s'était les trucs démerdé pour que ça marche, quoi. Quelles sont vos contraintes dont les scénaristes devraient prendre plus conscience éventuellement? Le coût des choses. Dans La Peste, à un moment, il y a une scène dans une prison. Les premières versions du scénario, il y avait marqué, je sais pas quoi, ils balancent des grenades explosives, la prison brûle, machin, etc., quoi. Donc toi, tu récupères le scénario, tu dis bah non, quoi. Comment on va pouvoir adapter ça? Enfin, toi, une prise d'otage, un assaut, et le rendre faisable dans le temps et dans le budget qu'on a. Nous, on a une obligation de résultat chaque jour. On doit tourner globalement 5 scènes par jour, quoi qu'il arrive. Là où un scénariste se dit, bon, si je suis pas inspiré pour cette scène, il peut y revenir le lendemain et puis avancer sur une autre scène en parallèle. Attention, je fais pas une hiérarchie des contraintes, ils ont aussi leurs difficultés, c'est assez miraculeux ce qu'ils arrivent à coucher, mais ce réel auquel on est confronté, des comédiens qui arrivent en retard, une météo qui est pas favorable, de faire 2 heures de bagnole pour accéder à un décor, ce genre de truc, forcément t'arrives avec une fatigue qui te rend un peu fragile pour aborder une scène d'emblée. Et puis tu dois répondre à 1 milliard de questions. Donc même pour une scène un peu qui peut paraître simple à l'écriture, juste d'un dialogue, un chant contre chant, parfois c'est ben dur parce que t'as 1 milliard de problèmes. Le cascadeur a eu un accident de voiture, moi ça m'est arrivé. Le cascadeur bagnole a un accident de voiture sur le trajet. En dehors de son taf. En dehors de son taf, juste pour aller sur le décor. Il y a 1 milliard de problèmes qu'on prend un peu sur nos épaules et que les scénaristes n'ont pas forcément conscience parce qu'ils se disent bon bah de toute façon ça doit rouler, quoi. Des fois ils sont frustrés parce qu'il manque un plan, on n'a pas fait une valeur de cadre, mais c'est jamais pour les faire chier, c'est des fois on a juste pas la possibilité de le faire, quoi. Moi, je viens quand même comme vous de l'école aussi du court-métrage, des trucs pas chers, des trucs de débrouille, et j'ai encore du mal à complètement m'enlever ce truc-là, donc je suis assez prod-friendly, moi. Donc j'ai tendance à toujours chercher les solutions pas chères, les solutions... Et moi, ce que j'ai bien aimé, là, par exemple sur Zorro, c'est que le scénariste était au contraire très ambitieux, jamais dans le sens de l'impossible, mais il y a des fois, je le trouvais too much, quoi. Je disais, mec, c'est trop ça. Et en fait, il a tenu bon, et c'est ce qui a permis que la série monte aussi d'un cran et que moi, je me retrouve à viser aussi plus haut, quoi. Donc, j'ai plutôt eu des expériences avec des gens qui sont conscients de ce que ça veut dire de mettre en image quand même, et qui sont capables, à un moment, quand ils ont écrit 150 figurants, ils sont capables de comprendre qu'on en aura que 50 et qu'on va trouver des cadres, quoi. Mais c'est aussi pour ça que je fais de la BD. Moi, depuis un moment, je suis scénariste de la BD parce que c'est tellement plus cool. T'écris ce que tu veux, il y aura moyen de le dessiner. C'est ce qu'ils disent en animation aussi, ils sont contents parce qu'ils font ce Exactement, qu'ils veulent. j'adore. Faut une scène de guerre avec 10 000 personnes, ils peuvent la faire. Exactement. Je dirais que c'est pareil, c'est la faisabilité peut-être. Surtout quand on a un budget très 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 serré. On sent l'ambition du scénariste et du coup on se dit oh là là, il va être tellement déçu parce qu'on pourra tellement pas avoir 150 figurants. Donc tu prépares On psychologiquement va en avoir déjà. 10. Voilà. Et le plan sera très serré. Dans le ton peut-être aussi. Ouais. J'ai l'impression, alors après là c'est plutôt une question pour vous, mais qu'en fonction du diffuseur, en effet il y a des tons à respecter, enfin en tout cas des choses, on peut pas aller trop dans le moins de 16 ans, moins de 12 ans, enfin voilà, il y a des choses aussi où j'ai l'impression qu'il faut... Jean-Baptiste, sur Parallèle, par exemple, je crois qu'il faut que ça plaise aux moins de 13 ans ou un truc du genre, donc il n'y avait pas de vulgarité ou des choses comme ça. Oui, mais c'est un cahier des charges. Quand les diffuseurs sont limpides et dès le début, c'est génial, hein. Franchement, au moins on sait dans quel cours on joue et on s'adapte, hein. Oui, je crois qu'il n'y a pas de gros mots, ça fume pas, ça boit pas. C'est ça par rapport à ce que c'était le projet là-bas, je veux dire, c'est vrai que c'était Ouais. vu que c'était pour Disney. Mais tout le monde était très à l'aise avec ça d'ailleurs. Moi, j'ai pu regarder la série avec mes enfants, j'étais très content. Moi, je rejoins JB dans le sens que c'est bien qu'ils aient quand même de l'ambition et moi, j'aurais toujours une idée à leur proposer. Je suis très proche des scénaristes et du scénario et quand je considère que ça marche pas ou pas que moi parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'à cause des contraintes et tout, j'adore réfléchir à comment on pourrait raconter ça différemment. Et proposer cette idée, ça veut pas dire que c'est celle qui est retenue. Et là, dans la dernière série que je viens de faire pour Tropique criminel, le dernier épisode, ça se passe dans le carnaval. Le carnaval en Martinique. Et c'est la déambulation. Combien de personnages, de costumes, de voitures, alors que nous ne sommes pas en période de carnaval de toute façon quand on tourne ça. Et on a 50 figurants. Mais bon, ils ont gardé cette idée jusqu'à la fin.
Et on était là, mais comment on va faire pour raconter ça? Et finalement, on a trouvé une solution et franchement, ça marche très bien. Et c'est le plus bel épisode dans les 4 que j'ai tourné. Il y a tellement de couleurs, c'est tellement vivant, ça raconte le carnaval. C'est quoi l'idée, Marianne? Ah ben, je te le dirai, tu regarderas. Ah non! La meilleure promo possible. Mais moi, il y a juste une chose que je trouve que là, ils ont vraiment pas conscience. C'est que, tu sais, la didascalie de 2 lignes, et ça prend 3 jours de tournage. J'exagère, mais ça prend la journée. Ça, ils ont pas conscience. Ils entendent quand tu leur dis Oui, ça, les bien gars, ça va sûr. être chaud. Mais la didascalie qui tue, là. Oui, la didascalie qui tue, on l'aime bien. Oui, On l'aime c'est bien. ça, là. Et d'ailleurs, moi, je demande souvent aux scénaristes, pas forcément pour des histoires de budget, mais toutes les indications pour les acteurs, tu vois, de les enlever, quoi. Genre, il se met à sangloter, ou là, il est très ému, ou il fait ceci, cela, enfin, toutes des directions de jeu, parce qu'après, parfois, les comédiens font, oui, mais là, il y a marqué que il se prenait la tête dans les mains au moment où il disait la phrase, puis, oh là, non, enlève tout ça, quoi. C'est compliqué pour les scénaristes de savoir à quel point il faut écrire ou pas pour se projeter, du coup, et pour que vous puissiez trouver votre place derrière. Mais il y en a qui peuvent pas s'empêcher sur chaque scène de mettre, il se lève, il fait ci, il se rassoit à cette réplique-là, enfin, comme si sourit. vraiment il sourit, en fait, oui. Est-ce que vous auriez, vous, une question à poser les uns aux autres? Pour les plateformes, c'est pas trop compliqué les turnovers de décisionnaires là par exemple, parce que je sais que par exemple sur Salade grecque, on a commencé toute la préparation avec une chargée de programme, enfin qui était une interlocutrice qui s'est barrée d'Amazon avant le début du tournage. Donc après on n'avait plus de référente. Après ils ont mis 2 autres personnes qui sont arrivées peu de temps avant le tournage, mais du coup qui connaissaient pas le projet. Enfin vraiment c'était un peu compliqué, puis ils étaient un peu juniors. Et après on a eu une autre interlocutrice qui est arrivée au moment de la post-prod et qui du coup disait bah c'est super, j'ai pas lu les scénarios donc je vais découvrir les épisodes montés et je vais vous dire tout de suite ce qui va ou ce qui va pas, quoi. Donc ça c'était vraiment archi compliqué, c'est la première fois, donc je sais pas si c'est souvent le cas sur les plateformes. Un gros turnover chez les plateformes en ce moment. Ouais. Julie, t'as vécu ça aussi? Alors sur ma dernière série Anthracite, Netflix, j'ai eu les mêmes interlocuteurs du début jusqu'à la fin du projet. Il se trouve que là, je crois que l'équipe a changé avec la nouvelle direction, mais je suis arrivé dans une période quand même favorable et ça s'est passé de manière très fluide. Moi j'ai eu une expérience très positive avec Netflix sur ce projet-là. Sur Osmosis, c'était très particulier. Mais pour le coup, c'était pas les diffuseurs qui changeaient, c'était les scénaristes, donc c'est différent. Ouais. Toi, JB, t'as été, par exemple, t'as bossé sur Zero. Zero, c'est 2 diffuseurs différents. Il y a France Télé et Paramount. Le fait de bosser avec 2 diffuseurs différents, ça rend la discussion plus compliquée, ou non, c'était pareil que de bosser sur une série avec un seul diffuseur? Ouais, non, c'est quand même porté par Jean Dujardin, c'est porté par des showrunners. Il y a Noé Debré, Benjamin Charby qui sont quand même très costauds. En vrai, on a eu très peu de retours. Et remettez un peu de comédie. Attention, là, c'est un peu sombre. Mais sinon, concrètement, les choses étaient quand même très bien. Enfin voilà, on était quand même accompagné par des gens très très chauds. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de grandes cellules de crise là-dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut s'y faire un peu. Et l'école de la pub est cool pour ça. T'as un plateau avec des clients, des agences, des créas qui sont des fois dans des personnalités différentes. Et ça peut changer du tout au tout d'un seul coup. C'est vrai que c'est une bonne école pour ça, je trouve. On est peut-être un peu mieux préparé pour les plateformes avec une formation comme ça. Ok, pour la flexibilité et tout. Ouais. Une autre question qui vous viendrait? La série que j'ai faite, il y avait un scénariste. Comment ça se passe? Bon, déjà quand il y en a plusieurs, mais que c'est pas les mêmes en fonction des épisodes. J'ai souvenir sur 10%, il y avait quand même donc Fanny Herrero qui était showrunneuse, enfin qui supervisait l'écriture en tout cas des 3 premières saisons, et elle avait attribué à chacun, enfin à chaque fois il y avait 2 scénaristes par épisode et elle chapeautait l'ensemble, quoi. Donc en fait je faisais des séances de travail avec les scénaristes concernés, mais elle était toujours là, elle. C'est vrai que moi il y avait quand même toujours quelqu'un en haut qui faisait déjà un peu figure de maître d'écriture, donc j'ai jamais eu trop d'interlocuteurs en scénario. Non, si tu commences à devoir t'acoquiner avec chaque scénariste et avec chacun de leurs touches, il y a qu'à un moment normalement il y a quelqu'un une tonalité qui prévaut et qui va lisser les dialogues aussi, qui va faire la dernière écriture. Exactement. Et moi c'est souvent avec cette personne que je discute. C'est vrai que des fois il y a du co-showrunning. Je crois que c'est par exemple HPI ou La Maison sur Apple TV+, qui sont des séries co-showrunnées où il y a les 2 scénaristes sont les 2 co-showrunners, mais a priori après quand c'est fluide, quand ça se passe bien, peut-être c'est comme avec une seule voix, je sais pas. Enfin moi j'ai vécu une expérience sur la saison 4 de 10%, ça a été un cauchemar, quoi. Parce qu'il y avait 2 scénaristes, Victor Rodenbach et Vianney Le Basque, qui est un garçon qui devait réaliser des épisodes aussi. Ils avaient écrit 3 épisodes. On a fait une lecture avec tous les comédiens des 3 premiers et les comédiens ont détesté, vraiment. Et du coup, il y a eu là vraiment une espèce de chaos total, quoi. Cas particulier en plus où les comédiens connaissent leurs personnages depuis 3 saisons. Donc en fait, ils se sont appropriés les personnages aussi. Les comédiens, plus les saisons avancent, plus ils ont un avis très sûr sur leur personnage, qu'est-ce que leurs personnages peuvent faire, doivent faire. Donc quand le scénariste est plus nouveau que les acteurs sur leur propre personnage. Et alors là, c'était terrible, quoi. Alors vas-y, mais raconte un peu la fin de la séance, il se passe quoi? En tant que réal, là-dedans, du coup, tu arbitres comment? À un moment, ça te dépasse un peu. Là, ça devient un vrai problème de production et de scénariste, quoi. Parce que les comédiens disent ça va pas, on peut pas tourner ça. Tu te dis waouh,
qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et du coup, le réalisateur Vianney Le Basque s'est retiré du projet. Victor Rodenbach est resté, mais avec 2 nouveaux scénaristes qui sont arrivés, qui ont repris les textes, mais avec toujours une espèce de défiance des comédiens, quoi. Et bon gré mal gré, sur les 5 premiers, on a trouvé un accord. Finalement, ils ont retravaillé. On a retravaillé ensemble. Marc Fitoussi, qui réalisait avec moi 3 épisodes, a repris lui aussi de l'écriture. Moi, on a fait des séances de travail où à un moment tout le monde commençait à donner son avis. Ça devenait assez bordélique, mais on a réussi à accoucher des textes des 5 premiers épisodes. Et sur le dernier, le 6e, là, c'est reparti complètement en live, quoi. Quand on a fait une lecture de l'épisode 6, là, les comédiens ont dit no way, quoi. On peut pas terminer cette belle série sur un épisode comme ça, quoi. Et donc là, Victor Rodenbach s'est barré à son tour. Il a dit bon bah ok, trouvez quelqu'un d'autre. Franchement, on était en plus à genre 1 mois du tournage, quoi. Ça commençait à devenir très très chaud. Impossible de trouver un acteur sans scénario, évidemment. Et on a fait appel aux garçons qui avaient écrit initialement les toutes premières versions du scénario de 10% avant Fanny Herrero, et qui était un peu flatté, qu'on l'appelle comme ça en pompier pour dépanner le truc. Et il a réécrit un scénario complètement différent en 3 semaines pour clôturer la série. Mais là, c'était un bordel. Mais c'est plus la légitimité qui a primé que le fait que artistiquement c'était mieux. Du coup, en gros, c'était le fait que la disponibilité surtout, hein, parce qu'il fallait quand même trouver quelqu'un qui, tu vois, qui soit pas complètement étranger à la série et puis qui puisse reprendre, tu vois. Symboliquement, c'est joli quand même. Symboliquement, il était assez flatté, c'était assez joli. Et puis il ouvre, il ferme. Voilà. Et on s'en est pas si mal sorti, mais je me souviens, il y avait des scènes qu'on improvisait avec les acteurs parce que les versions du scénario sont arrivées trop tard. Enfin non, à la cantine on réécrivait. Enfin c'était vraiment très très chaud. Ouais. Quelles sont les remarques ou les questions que les scénaristes vous posent le plus? Comment tu vas le faire, ça? C'est ce que j'allais dire. Souvent, ils ont un peu une vision, je pense aussi au monde. Ça dépend encore une fois du scénariste. Il y en a qui ont aucune velléité de réalisation. Il y en a qui projettent quand même la mise en scène. Ouais. Donc il y a quand même toujours d'abord ce moment où on se renifle un peu à se dire tiens, est-ce qu'on pense un peu la même chose à la lecture de la scène, quoi. Je sais que sur Zorro, moi j'ai énormément débattu mise en scène avec Benjamin Charby, et c'était pour le mieux d'ailleurs. Et j'aime bien parce que au moins c'est un moment de... Moi j'aime bien être jugé sur pièce, quoi. Ça me saoule la théorie, les cheveux comme ci, comme ça. En fait voilà, regarde, il y a ces 2 photos, ça c'est le mood de la scène, je vais la filmer comme ça, mon idée, le climax il est ici, et en fait au moins tout de suite je vois dans tes yeux si on vibre un peu de la même flamme ou si en fait on va pas se comprendre. Et puis même, ça me force aussi à répondre, à réfléchir. Sur le casting aussi, tu vois qui pour tel personnage, et en fait ça donne quand même le ton très vite, parce qu'un choix de comédien forcément ça donne le caractère en tout cas d'un personnage. Ça implique beaucoup de réécriture potentiellement aussi derrière pour eux, donc c'est vrai que c'est une question aussi. Et aussi oui c'est ça, en fonction du moment où le casting est fait, si les scénarios sont encore en écriture, en tout cas c'est sûr que parfois on adapte un petit peu en fonction du comédien. J'aime bien même qu'ils aient accès au casting et qu'on partage ensemble là-dessus. Ils sont même souvent flattés parce que c'est pas toujours le cas qu'on les investisse dans le projet, et comme ça on voit si on a à peu près la même vision des choses. Ok, les autres? Souvent des rappels de où on est le personnage émotionnellement, parce que des fois on se perd dans 6 épisodes avec des sous-intrigues machin, donc c'est plutôt des petites béquilles pour t'aider. Qu'est-ce que vous pensez de votre place actuellement de réalisateur non scénariste dans l'industrie? Bon, on a eu la nouvelle vague et on pense que c'est dans notre culture, le réal auteur. C'est pas si vrai que ça, d'abord parce que même Truffaut, il sacralisait l'objet scénario, il travaillait avec des scénaristes, il écrivait pas forcément tout seul. Et je rappelle d'ailleurs Truffaut, Chabrol, etc., Godard vénéraient Hitchcock, John Ford, qui n'écrivaient pas leur scénario, ou très peu, Spielberg. Il y a une espèce de malentendu, je me sens pas comme un technicien, pas du tout. Et surtout en série, la série permet ça, on a une vraie place et on a une certaine reconnaissance. Peut-être le truc que j'ai eu là sur Netflix, j'ai remarqué que sur la page Netflix Internet, enfin quand on se connecte sur la chaîne, les réalisateurs de séries ne sont pas crédités. Non, maintenant il n'y a que des acteurs qui sont mis. Ouais, les acteurs et les scénaristes. C'est un sentiment, ça, un peu amer, où tu te dis, quand t'es le seul réal à faire une saison entière et que t'es pas crédité, en fait on s'en fout, mais c'est un petit signal pour dire quand même... Il y a un petit passage où là où les scénaristes peut-être ont longtemps souffert d'être dans l'ombre des réalisateurs, en particulier sur le long métrage, là j'ai l'impression qu'ils prennent quand même un peu leur revanche. Alors moi j'ai toujours eu des expériences joyeuses, hein, mais c'est vrai que les scénaristes sont quand même plus mis en avant sur les séries que les réals. Les créateurs. Les créateurs, ouais. Moi, à la différence de vous, moi je trouve que le réalisateur arrive un peu tard dans le processus d'écriture, là. Quand la série roule et on est à la 2e, 3e, 5e, 6e saison, moi j'aimerais ça être là plus tôt,
pour tout de suite donner des outils pour qu'on soit plus confort aussi et pour amener plus loin l'histoire si on peut. Parce que JB disait tout à l'heure que vous arrivez de plus en plus tôt sur les projets. Quand c'est à l'origine d'un projet, j'ai l'impression que le réal arrive très tôt, mais quand c'est un projet qui roule déjà depuis quelques années, c'est pas pareil, là. On arrive plus tard. Moi, j'adore, en fait, ces contraintes d'industrie. J'ai même eu une expérience vraiment de mercenaire, moi, pour Netflix. On m'a appelé quand même pour faire des retakes d'un épisode qui était en cours d'une série, Les 7 vies de Léa. Donc il fallait que je fasse des retakes de certaines scènes et que je finisse l'épisode. Le réal est en train de tourner l'épisode 7 et on me demande de venir à 1 semaine d'intervalle d'un projet que j'ai jamais lu et on me dit voilà, il faut refaire les séquences qui ont été tournées, on t'envoie les rushs et on veut plus de fun, un peu plus de légèreté et il faut finir l'épisode, tant qu'à faire. J'ai adoré aussi expérimenter ce genre de truc très instantané parce que là t'arrives et t'es dans la pure mise en scène. Il y a plus le temps de... Tu vois la justesse de la scène. Il y avait une scène où le mec c'était une femme dans le corps d'un homme qui se masturbe sous la douche. Bon, faut que tu filmes ça, mais que ça ait l'air cool en même temps que ce soit pas gross et en même temps que... Et t'es là et ça fait 5 jours que t'es sur le projet, quoi. T'arrives, t'as une équipe, ça fait 3 semaines qu'ils bossent ensemble, des comédiens où t'arrives, tu commences à leur proposer des trucs un peu drôles, ils ont l'impression que t'es le mec qui vient saboter leur bébé, quoi. Et c'était... et en même temps, j'ai bien aimé cette instantanéité-là. Je dirais que j'aime bien cet endroit un peu hybride où on est, comme tu dis, entre quand même un héritage un peu auteuriste, où on essaie quand même toujours de se battre pour le petit supplément d'âme, mais où j'adore qu'on m'appelle aussi pour mon savoir-faire, pur et dur. Toi, tu l'as bien vécu, en tout cas. Je l'ai hyper bien vécu parce que, et en même temps, c'était facile pour moi, t'as un peu le beau rôle. Déjà, on te reprochera jamais si tu rates un truc. C'est tellement nimp, t'arrives tellement au dernier moment. Et en même temps, j'ai adoré ce freestyle total. Moi, j'ai vraiment... Je trouve ça drôle. Je pense que pour les productions, ils sont a priori satisfaits de travailler avec moi parce que j'ai beaucoup de respect pour les scénaristes. Je m'entends bien avec eux et j'aime bien travailler avec eux. Je pense que ça les soulage de pas avoir des conflits à gérer entre un réalisateur et un scénariste parce que le réalisateur veut faire autre chose que ce qui est écrit, que le scénariste a l'air d'être trahi, etc. Mais t'as trouvé un cadre que tu renouvelles qui voilà, à chaque fois et te correspond. Ouais. Mais ça marche que si je sens bien les scénaristes, quoi. Que si je sens que je vais bien travailler avec eux. Là, par exemple, j'ai décliné un projet parce que j'ai fait une réunion avec la prod et il y avait 2 scénaristes et déjà entre eux c'était la guerre. Enfin, quand ils me parlaient du projet, c'était hyper confus. Donc je me suis dit non, moi je pars pas du tout avec une espèce d'attelage comme ça. Si vous aviez après cette discussion un message à faire passer à la communauté des scénaristes, ce serait quoi? On vous aime. Ouais, exactement. Franchement, tu me l'ôtes de la bouche, j'allais dire on vous aime. Ouais. Ok. Pas mieux, c'est vrai que il y a souvent un malentendu. On a l'impression que les réals vont trahir les scénaristes, que les scénaristes vont emmerder les réals, mais en fait, on a tous envie de bosser ensemble, de faire la meilleure série, le meilleur film possible. On a envie de s'entraider, quoi. Ne pas vous opposer, ouais. Non. Après, c'est vrai qu'on a une table là aujourd'hui qui est très bienveillante, de gens qui ont déjà pas mal digéré, j'ai l'impression, leur qualité et leur. Donc nous, on milite pour une osmose entre réalisateurs et scénaristes, tout à fait. Mais en même temps, bon, ça s'adresse aux scénaristes, ce podcast, donc on essaye de vendre du positif, quoi. D'ailleurs, je vais laisser mon mail. Appelez-nous. Ok, bah merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup. Les réalisateurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Antoine, Julie, Jean-Baptiste, Marie-Hélène et Julius pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil de l'enregistrement. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.